Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité de la semaine qui a démarré avec le grand oral du Premier ministre Patrick Kachi lundi face à la presse. Une semaine également marquée par des mouvements à la tête des sociétés d'État, notamment le FER et l'ANSUT. Dans l'actualité politique, le congrès du Front populaire ivoirien, le FPI, tenu hier samedi. En fin d'émission, nous évoquerons l'article 226 du nouveau code pénal qui a fait et continue de faire polémique en raison de la mention orientation sexuelle dans le texte. Voilà pour le sommaire de ce 360. Avec moi en plateau pour en parler, Bledson Mathieu, il est journaliste à Fraternité Matin. Landry Couillot, il est journaliste. Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste député maire de Tia-Salé. Docteur Arthur Banga, il est historien. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Enfin, docteur Eddy Guipian, enseignant-chercheur à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le chef du gouvernement ivoirien, je l'indiquais, a fait le bilan à mi-parcours de l'action gouvernementale. Pour Patrick Kachi, guidé par la vision du président de la République, la Côte d'Ivoire a dépassé toutes les attentes et a su regagner un vrai leadership continental. Le chef du gouvernement a évoqué la reprise du dialogue politique, mais il a surtout donné les détails sur le programme du gouvernement dénommé Côte d'Ivoire solidaire. Retour sur les grands axes de ce grand oral, c'est dans ce sujet de Pierre Di-Pomelin. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est appesanti sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. Un bond qualitatif à travers le budget de l'État qui est passé du simple au triple. Le volume global des investissements publics et privés qui ont été multipliés par 7, la chute du taux de pauvreté à 16 points, correspondant à plus d'1 600 000 personnes sorties de la précarité. L'amélioration de l'indice de sécurité passe de 6,8 en 2012 à 1,6 à la date de septembre 2021. Pour la poursuite de cette dynamique les 10 prochaines années, le Premier ministre a indiqué la vision du gouvernement qui consiste à la transformation de l'économie à travers un secteur privé fort. Cela nécessitera d'une part d'ériger le développement du secteur privé en priorité nationale sur tout le territoire, parce que c'est lui, d'abord, plus que l'État, qui crée la richesse et les emplois. La transformation structurelle de notre économie pour faire du secteur privé une priorité nationale, créer plus de richesses pour le pays. Et cette transformation est en marche. Le Premier ministre ivoirien place la recherche de la paix à travers la justice sociale, le dialogue politique et les questions de sécurité aussi bien nationales que sous-régionales au centre des actions du gouvernement. Grâce aux initiatives prises par le président de la République, depuis la rencontre avec le président Bédié, jusqu'à celle qui s'est déroulée le 27 juillet dernier avec le président Laurent Gbagbo, dans un climat de solennité et de fraternité, la démocratie ivoirienne avance dans la paix, la tolérance et le dialogue. Sur le plan sécuritaire, et notamment en ce qui concerne le terrorisme au Sahel, je voudrais vous assurer ce matin que la Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, saura faire face aux enjeux. Avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, la Côte d'Ivoire dispose d'un outil unique sur le continent. Plus de 400 stagiaires de la sous-région ont déjà suivi une formation avec l'appui de nos partenaires et l'Académie sera pour l'avenir un élément majeur de notre riposte sécuritaire face à cet enjeu sous-régional. Au niveau social, le chef du gouvernement a annoncé le retour du PS-Gouv les prochains mois. Face aux questions des journalistes, Patrick Kachi a rassuré les Ivoiriens sur le problème de la mobilité à Abidjan. Il a annoncé le métro pour 2025, la voie de contournement appelée Y4, l'aménagement d'une voie express consacrée au BRT et l'implantation de la Sotra à Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro. Monsieur, on a vu un Premier ministre très à l'aise face aux journalistes lundi dernier, abordant presque toutes les questions qui touchent à la vie de la nation. Si vous devriez faire un décryptage et sur la forme et sur le fond, ce serait quoi, Antoine Assalé-Tiemoko ? Je dirais que pour avoir passé près d'une vingtaine d'années au gouvernement, l'exercice n'était pas très compliqué pour le Premier ministre Patrick Kachi. On sait que l'homme a une certaine compétence dans la matière, et donc sur la forme, l'exercice a été pour lui extrêmement aisé. Maintenant, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je ne ferai pas un décryptage global, mais je m'apaisanterai seulement sur la mobilité à Abidjan. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, et surtout par rapport aux travaux qui sont lancés pour désengorger un peu la circulation.
Ce que je veux dire, et là je porte un peu une casquette d'élu local, je veux dire que quels que soient les travaux qu'on ferait à Abidjan, le métro, les échangeurs qu'on fera, tant qu'on ne mettra pas en place une politique de décentralisation extrêmement osée, Abidjan sera toujours engorgé parce que les populations n'ont pas grand-chose à l'intérieur du pays et trouveront toujours que c'est Abidjan, que c'est toute la Côte d'Ivoire, et donc feront mouvement vers Abidjan. Donc à ce niveau-là, c'est là que moi je veux m'appesantir parce qu'effectivement, il faut que la politique ivoirienne dans la matière soit plus agressive plutôt que ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Arthur ? Je suis d'accord que dans la forme, c'était très bien et ça nous rappelle un peu les instants de feu Amadou Koulibaly qui lui aussi avait une belle maîtrise. Dans le fond, oui, il est revenu, il a très bien défendu son action. Moi, naturellement, mon penchant sur les questions sécuritaires m'emmène à soutenir ce qu'il a dit. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui promet une bonne riposte à la menace terroriste. Elle a des outils qui montent sur cette question. Après, globalement, il y a eu beaucoup de paroles sur la croissance économique, sur l'amélioration du niveau de vie. En fait, moi, je pense que c'est la première fois qu'on peut vraiment utiliser le mot croissance. Parce que la croissance, en réalité, c'est dans la durée. Et là, sur 10 ans, on a connu des taux assez intéressants. Il est quand même temps que cette croissance-là, je pense, aujourd'hui, ne s'arrête plus qu'à des chiffres macro, qu'à tout ce qu'on a comme aménagement urbain. Qu'aujourd'hui, cette croissance se sente concrètement dans la vie des gens. C'est vrai qu'on nous parle d'une chute de la pauvreté à 39 points. C'est un bon score sur papier. Maintenant, on attend beaucoup, beaucoup. Et en termes de perspective, il a dit lui-même, ça sera le PES-Gouv, donc une deuxième phase de politique sociale. C'est sur ça qu'on le jugera en 2025. Et parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus éblouis, étonnés par des routes, des ponts. C'était très intéressant sur les 10 premières années parce qu'on avait passé 20 années pratiquement, ou même 30 sans grands investissements publics. Aujourd'hui, on attend le gouvernement sur des choses sociales. Et je pense que le PES-Gouv, on va le juger là-dessus, en termes d'engagement. Deuxième engagement intéressant qu'il faut voir, hein, je ferai plus ces perspectives, c'est le dialogue politique. On espère que ce dialogue politique n'accouchera pas des 85 mois qu'on a eu en 2020, mais que ça c'est un dialogue politique qui va amener la Côte d'Ivoire à s'asseoir une bonne fois pour toute sa démocratie, c'est-à-dire qu'on aura au cœur des débats la préparation des élections avec le listing, avec la composition de la commission électorale, avec une plus grande autonomie au Conseil constitutionnel. Je prends un exemple. Dans la loi, c'est toutes les années qu'on doit faire les listes électorales. Mais nous, on attend toujours aux élections. Donc, il faut que tous ces mécanismes démocratiques soient faits. Troisième point, peut-être qu'on reviendra dessus avec l'histoire des DG, mais de la justice sociale, de la transparence, ça, c'est les attentes. Donc, moi, je préfère rappeler le Premier ministre qui était excellent sur la forme, très bien dans la défense de son bilan, lui rappeler les engagements qu'il prend, c'est-à-dire qu'il sera jugé sur la politique sociale, sur la capacité à instaurer un véritable dialogue politique et sur le chômage des jeunes. Je pense que sur cette question, il a reconnu aussi que des choses sont faites, mais qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que c'est sur ces questions-là qu'on va l'attendre sur ces prochaines années. Aristide ? Oui, avant de parler, Ali, tu me permets de souhaiter un prompt rétablissement à Guillaume Bateau, qui a un problème de voix. Je crois qu'il a beaucoup pris. Il a été très ému pendant le forum. Où tu te trouves, Guillaume, vraiment prompt rétablissement. Alors, sur la forme, Ali, tout le monde est unanime, qu'il est très à l'aise, le Premier ministre. Mais dans le fond, je voulais retenir surtout la transformation structurelle de l'économie. Il a bien précisé que ce n'est pas, c'est dans l'économie, dans le privé qu'on trouve les emplois. Quand on investit, ça permet de créer des emplois. Je crois que il y a le volet sécuritaire qui est très important. Vous savez, pour qu'on soit capable d'investir, il faut qu'on soit sûr qu'on est dans un pays qui est en sécurité. Et je pense qu'il a évoqué donc l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui est unique en Afrique. Et c'est surtout les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, avec donc l'indice de sécurité qui est passé de 6,5, je crois, à 1,2. Entre 2011 et 2021. Donc, c'est les perspectives. Sur les perspectives, je pense que sur le plan démocratique, pour revenir à ce que Arthur disait, j'avais dit l'année dernière qu'un miracle allait se produire après le 31 octobre. Et on est en train de le vivre. On est en train de vivre le fait qu'on construit
une nouvelle façon de faire la démocratie. Et je pense que quand on va revenir sur le dernier congrès du FPI et tout ce qui s'est passé, on comprendra que les rapprochements, et d'ailleurs il est revenu là-dessus, les rapprochements entre, pas les rapprochements, mais les rencontres entre lui-même, le Premier ministre et le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Ali Konan Bédié, les rencontres Ouattara-Gbagbo, nous amènent à espérer qu'on pourra maintenant déboucher sur un nouvel espace politique, un nouvel espace démocratique plus sain, plus compétitif. Et je crois qu'Actu soulève des questions réelles, des listes électorales. Sur lesquelles on reviendra certainement. Docteur Eddy Guipier. Alors, sur la forme, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout au long du mandat du chef de l'État, la plupart des membres du gouvernement et le chef de l'État sont très à l'aise avec les médias, avec toute cette forme, je veux dire, la conférence de presse, l'action gouvernementale. C'est un gouvernement qui a toujours beaucoup communiqué. Donc le Premier ministre était, comme l'ont dit mes prédécesseurs, très à l'aise, n'est-ce pas, dans cet exercice. Il jouit sur le fond d'une vie qui est actuellement apaisée. Il y a une Côte d'Ivoire, en tout cas où les choses semblent redémarrer dans le bon sens. Cependant, moi j'aurais vraiment aimé qu'il soit confronté, en lieu et place des journalistes, j'aurais aimé qu'il fasse ce discours-là devant la représentation nationale, par exemple, devant le Parlement peut-être réuni en congrès, ou bien devant les députés de l'Assemblée nationale, pour que, avec les questions, qu'on puisse, on va dire, pas forcément battre en brèche, mais mettre à l'épreuve justement toute cette aise-là devant les représentants de la nation. Alors les défis, malgré les chiffres qui sont quelque peu enthousiastes, sont réels. La question de l'emploi, donc du chômage. Dans une rencontre ultérieure, il a évoqué la question de 8 millions d'emplois. Question antérieure, vous voulez dire. Voilà, antérieure, merci. 8 millions d'emplois, bon... Voilà. La question de la sécurité qui est globalement maîtrisée. On attend aussi sur le social, comme Arthur l'a dit, sur le social, sur la décentralisation, avec une ville d'Abidjan qui commence à être, qui est une mégalopole qui est étouffante, alors que nous avons Yamoussoukro qui a 206 km qui est vide et qui s'ennuie, permettez-moi l'expression. Aussi la question de la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé qu'il faudra épurer. Donc tout ça contrarie un peu les chiffres intéressants qu'il a pu nous donner. D'accord. Landré ? Merci bien pour la parole. Et je vais faire l'économie de tout ce qui a été dit entre-temps et me concentrer sur l'homme d'État. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a un exercice techno-administratif, mais un véritable exercice de communication politique. Il faut voir le timing lui-même, le contexte. Cette conférence-là intervient pratiquement 200 jours d'exercice de sa fonction en tant que... 227 jours, 227 précisément. 227 jours, exactement. Et surtout après le congrès constitutif du PPACI et le colloque du PDCI-RDA. On avait un semblant de vide entre-temps et surtout des questions assez polémiques sur la création de l'Union du Grand Nord, qui est certes une association, mais qui a du mal à se dissocier du RHDP. Donc lorsqu'on a un tel exercice, du coup, on met l'accent sur les performances du gouvernement et c'est une très belle opportunité pour le Premier ministre qui, ici, va tenter et certainement réussir à convaincre les uns les autres qu'ils ont en face d'eux, non pas un simple technocrate, mais un homme d'État en capacité de pouvoir gouverner. Et il y a surtout cette partie au cours de cet exercice où certainement il répond à une question, il rappelle à toute fin utile que sa loyauté et sa fidélité vont au président de la République et au RHDP, à la différence du président Oussoujeano qui a plutôt redistribué sa fidélité et sa loyauté entre le président Bédié et le président... Alors ça c'est un autre débat que vous ouvrez, hein. Non, juste dire simplement qu'on a... Effectivement, on ne peut pas occulter cela. C'est vrai qu'il y a la question technique qui rentre en ligne de compte, mais d'un point de vue politique, lorsqu'on regarde profondément, le Premier ministre Patrick Hachi réussit cet exercice de communication politique qui rassure, parce que là, il parle aux militants et aux cadres du RHDP pour les rassurer. Il était face à la presse. C'est vrai, mais il s'est interrompu, il s'est surtout prononcé, il s'est adressé à un public en particulier en saisissant cette D'accord, Landré Couillon, on vous a bien compris. Bledson Mathieu ? Oui, moi j'ai vu un homme qui, dès la première minute de sa conférence, a dit sa vision. Il a dit qu'il remercie le chef d'État de lui permettre de travailler à ses côtés pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et préparer l'avenir des générations futures. C'est les deux plans. Cette noble mission, c'est l'expression, la qualification est de lui.
vont expliquer tout le plan qu'il va faire. C'est-à-dire permettre aux Ivoiriens qui sont là aujourd'hui de bien vivre, bien se soigner, avoir un niveau de vie assez intéressant, avoir des emplois, mais aussi permettre aux générations futures d'exister. Quand on a un gouvernement qui a cette vision, pour moi, c'est assez intéressant d'expliquer. Et quand il explique, il connaît les problèmes, il les expose. Tout à l'heure, on parlait de 8 millions d'emplois. Il est encore revenu là-dessus, c'est à l'horizon 2030. On aura pratiquement 10 millions de jeunes qui seront sur le marché. Il faut dès maintenant réfléchir pour voir comment on peut leur trouver de l'emploi. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup du privé, la priorité au privé, parce que c'est le privé qui, justement, crée des emplois. Et tout à l'heure, ça allait parler de l'intérieur, mais il a aussi dit que c'est sur l'ensemble du territoire qu'il y aura l'industrialisation. D'ailleurs, le pôle économique d'industrialisation, c'est Korogo, c'est Bondoukou, qui ont déjà démarré, c'est Yamoussoukro, justement. Ce n'est pas tellement la capitale politique qui va y arriver, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de créer des emplois. Le problème, c'est de faire en sorte que ces régions-là puissent transformer les produits qui sont faits là-bas en générant des emplois. Et avant, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a beaucoup intéressé, mais peut-être que les journalistes n'ont pas fait attention. Il a dit d'ici 2025, la Côte d'Ivoire va atteindre l'autosuffisance alimentaire en poisson. En matière de production, la Côte d'Ivoire dépense 325 milliards pour acheter du poisson à l'extérieur. Nous avons les meilleures eaux, nous avons les meilleurs hommes, nous avons l'expertise. Pourquoi continuer à faire cela? Et lorsque vous produisez le poisson, automatiquement la question du prix du poisson se règle. Automatiquement. Sinon, à l'état actuel, quand on exporte tout ce qu'on mange, quand on dit que la vie est chère, le coût de la vie, il faut élever, le gouvernement a une marge très fine de régler. Le poisson vient d'ailleurs, on produit ailleurs, c'est pas toi qui fixe le prix, on paye le carburant pour le transporter, on paye le transporteur et il vient dans un pays où on a la latitude de produire beaucoup de poissons. Ça sont des convictions du gouvernement et ce qu'il a exprimé. Très bien. Arthur, oui, bon, vous voulez réagir? Petite parenthèse politique hein, sur la comparaison à Jana Ossou, elle n'a pas lieu parce qu'en 2018, tout le monde avait ce point d'interrogation. Je rappelle que Patrick Achi lui-même était l'un des derniers partis. Patrick Achi était au congrès du PDC du Daokro. Donc il y a eu ça. Mais aujourd'hui, je pense que pour Patrick Achi, que pour Aoussou Jano, c'est clair, ils sont RHDP. Donc la question ne se pose même plus pour appeler à cette... Pour revenir, dans tout ce qui a été dit, j'ai retenu 2 mots. Le premier mot qui m'a intéressé, c'est transformation structurelle de l'économie. Honnêtement, on avait eu cette impression, moi personnellement, j'avais eu cette impression jusqu'en 2019, puisque sur certains points, par exemple, le cacao, on transformait plus de fèves. Mais l'année 2019 nous a révélé la fragilité de notre économie qui finalement n'est pas si transformée que ça. Parce qu'il a suffi, on a compris que notre économie, elle est totalement extravertie, elle est totalement à la merci de l'environnement international. On n'a pas eu de ressources nationales pour faire face. La preuve, on partait sur une prévision de croissance de plus 9 points, on s'est retrouvé à peine plus 1 point. Donc c'est-à-dire, en quelques mois, on a perdu... Oui, en 2020, voilà, on a perdu 8 points, ce qui montre qu'il faut faire des efforts encore sur cette transformation structurelle de l'économie. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est sur le privé. Il a justement parlé d'année fiscale. Mais j'ai l'impression que la fiscalité en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui fait peur à nos dirigeants. Parce que on est tous d'accord. Hein. Si, j'explique. Toutes les études vous disent que l'assiette fiscale n'est pas large. Donc, il n'y a que très peu de gens qui payent beaucoup d'impôts. Mais dès que l'État tente d'élargir l'assiette fiscale, on l'a vu par exemple avec les jeunes qui font du livreur, dès qu'il y a une grogne, on revient. Donc, c'est toujours ce petit groupe qui paye beaucoup d'impôts, alors que tous les secteurs informels échappent à l'imposition. Donc, il faut chercher à formaliser. Et est-ce que le gouvernement aura le courage, parce que ça ne sera pas une décision populaire, de pousser cette réforme fiscale comme il l'entend. Troisième point que j'ai envie de dire, il est temps, quand je prends un pays comme la Chine a commencé cette transformation à partir de 1978, mais c'est à la fin ou au début des années 2000 qu'on a commencé à avoir les premières transformations dans la société. Il est temps qu'on sente, après une décennie de croissance où, à part 2020, on a eu 1 point, il est temps qu'on touche maintenant à cette transformation de la société, qu'on voit de plus en plus d'aisance sociale. Sinon, il y aura une rupture ou un manque de confiance entre le peuple qui va toujours entendre ces chiffres-là comme un mirage et leur réalité. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le Premier ministre pour dire là où il est plus attendu, à mon avis, c'est ces 2 aspects, politique sociale et transformation de notre démocratie. D'accord. Antonin Saleh. Oui, je pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Sur le papier, la présentation est très belle. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'espoir qui
est exprimé, mais dans les faits, ce que les Ivoiriens entendent, comment tout ça se manifeste dans leur assiette, comment tout ça se manifeste dans leur vie au quotidien. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est vrai que la croissance sur une décennie a été extrêmement forte, perturbée un peu en 2020 par la pandémie de la Covid. Mais il y a qu'aujourd'hui, même si le taux de pauvreté a chuté à 39, il y a que dans les zones rurales, dans l'intérieur du pays, il n'y a pas vraiment un effet qu'on peut quantifier, qu'on peut toucher de près sur la vie des populations. Et donc, il va falloir que des paroles, on passe maintenant aux actes et que ces actes-là aient un effet, effectivement, sur la vie des populations. Effectivement, comme vous me le dites, le PS-Gouv de 2021-2025 va être très suivi parce qu'on attend beaucoup de ce programme-là, pour qu'on voit comment l'impact de cette population va se matérialiser, pour qu'on comprenne. Alors, je prenais par exemple le cadre des concours administratifs. Ouais, que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de fonctionnaires, le Premier ministre l'a dit, il a l'impression que beaucoup de jeunes Ivoiriens, dès qu'ils sortent de l'université, veulent aller à la fonction publique, alors que le travail se trouve au privé. Mais c'est parce que le privé ne fonctionne pas correctement. Tout à l'heure, le docteur Dipé l'a dit, la dette intérieure est très forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé depuis 3, 4, 5, 10 ans et qui aujourd'hui n'ont pas été encore payés. Et toutes les factures sont en souffrance. Donc il faut mettre en place un système qui permette d'appuyer toutes ces dettes pour que les entreprises tournent et que par derrière, elles créent des emplois. Sinon, si elles travaillent pour l'État majoritairement et que par derrière, on ne les paye pas, une entreprise qui fait un boulot, mais tu fais un projet, tu réalises un projet pour l'État et tu n'es pas payé dans les 12 mois qui suivent la fin des travaux, est une entreprise qui est en danger. Si vous la mettez sur 3 ans, elle est morte. Alors que derrière, par derrière, les impôts sont tout le temps en train d'envoyer des redressements fiscaux pour demander des paiements. Tout ça tue l'économie. Donc il va falloir que, de façon très forte, il y ait une volonté qui permette de créer, de faire bouger tout ça et que ça ait un effet, effectivement, sur le plan. Alors, quand je parlais des concours, quand vous voyez comment les concours sont structurés par rapport aux dépenses que font les candidats pour qu'il n'y ait pas de concours, c'est un engorgement. Ça appauvrit les candidats, ça appauvrit même les parents de ces enfants qui parlent des concours. Il va falloir qu'à ce niveau-là aussi, on regarde comment réduire des charges qui ne sont pas utiles pour que les concours ne soient pas une sorte d'épouvantail pour les jeunes qui veulent passer les concours et que la vie chère qui est également à ce niveau-là baisse. Et c'est important qu'on travaille dessus. Aristide ? Oui, Ali, pour revenir à la décentralisation, je crois que Arthur l'a dit, lorsque la Chine commence, je crois à la fin des années 70, c'est jusqu'en 2000. Il a fallu du temps. Et vous voyez bien que nous passons une décennie extraordinaire dans la mise en route des projets structurants, infrastructurels. Et si vous regardez bien comment le gouvernement a procédé, c'est qu'il fallait faire en sorte que le maillage routier soit complet dans tout le pays. Quand vous allez aujourd'hui jusqu'à Korogo, jusqu'à Bundiali, jusqu'à Odjéné, à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, il fallait faire ce travail. Et je crois qu'il est venu là-dessus en disant, il y aura la Sotra à Boaké, il y aura la Sotra à Yamoussoukro, il y aura la Sotra à San Pedro. Ensuite, le train urbain, le train d'Abidjan, le métro d'Abidjan arrive en 2025. Et vous savez que lorsqu'il y a le métro, on va beaucoup plus vite. Et le processus de décentralisation, ma foi, avec ce qu'il dit, est en cours. Ça va désengorger Abidjan. Et comme on ne va pas seulement créer des industries à Abidjan, on va commencer à implanter à l'intérieur du pays. Je crois que dans sa démarche, c'est prévu. Donc, sur ce projet-là, je crois que nous sommes dans une marche progressive. Et je pense qu'il faut leur faire confiance parce que c'est un gouvernement qui a montré par ses qualités que c'est un gouvernement qui est au travail. Et donc, il faut leur faire confiance. Oui, rapidement. Oui, juste un mot par rapport à ce que Aristide vient de dire sur la question de la décentralisation. Je voudrais m'inquiéter de ce qu'on lit cela, au fait qu'on veut envoyer des bus à Yamoussoukro, des bus à San Pedro. Vous aurez aimé qu'on en envoie à Tiasalem? Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je veux dire que ce n'est pas ça qui va créer la politique de la décentralisation. As-tu parlé tout à l'heure de l'annonce fiscale, par exemple, de la peur du gouvernement d'aller là où il y a de l'argent qu'on peut aller chercher. Vous voyez, dans la nouvelle annexe fiscale que tu vas être soumise bientôt aux députés, qu'on va voter bientôt, qu'on va étudier là, le gouvernement ou bien la direction des impôts a trouvé le moyen d'aller chercher de l'argent dans la poche des élus locaux, mais dans des collectivités. En disant par exemple que les bordures des fleuves, des mers et consorts, désormais ne seront plus exploités par les élus, les collectivités, mais vont être directement exploités par la police maritime. Ce n'est pas son rôle, ça. Première chose. Deuxième chose, par exemple, la patente que les automobilistes paient dans les communes. On vient de créer une structure qui va gérer le transport
à Abidjan, donc il ne va pas se déployer sur les collectivités à l'intérieur du pays. Mais on va prendre près de 5% des patentes qui reviennent aux collectivités pour envoyer cette structure qui va fonctionner uniquement à Abidjan. Donc vous voyez que d'année en année, on retire un peu de quelques prérogatives, on retire les ressources aux collectivités, de sorte qu'elles ne fonctionnent plus et qu'on centralise tout le pouvoir à Abidjan. On ne pourra pas décoller en termes d'économie si on laisse le pouvoir à Abidjan. On administre de près, on gouverne de très loin. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Si on n'a pas cette volonté-là de ramener du pouvoir aux collectivités, de ramener des ressources aux collectivités, vous allez mettre des bus à Yamoussoukro, vous allez mettre des bus à San Pedro, ce n'est pas ça qui va impacter le développement local. On a compris le plaidoyer de l'élu local. Ça, c'est un véritable plaidoyer venant d'un élu local. On l'aura remarqué. Landry Couillot, allez-y. Ok, très bien. Pour moi, il y a 3 choses qui peuvent permettre à notre pays de décoller. Tout à l'heure, quand M. Manga prenait le cas de la Chine, je me dis, attention, pas que je veuille contester quoi que ce soit. Je veux dire qu'on a, au niveau de la Chine, d'un point de vue politique, un parti qui tient le pouvoir et qui ne le partage avec personne. De l'autre côté, on a certes un gouvernement issu du RHDP, mais qui est dans un système démocratique et qui tient compte aussi des enjeux électoraux. Donc, par voie de conséquence, il est difficile pour lui de se donner du temps. On ne peut pas lui donner du temps, il faut aller très vite. Et c'est pourquoi est-ce qu'il met en place le PS-Gouv. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, on sait que d'un point de vue économique, s'il faut pouvoir laisser dérouler la machine, cela prendra du temps pour pouvoir formaliser le secteur informel, pour pouvoir développer une industrialisation sur l'ensemble du territoire national et d'avoir un impact sur le panier de la ménagère. Ils sont au pouvoir depuis 2011. Hein, je termine s'il vous plaît. Donc ce que je veux dire, j'ai dit, ils n'ont pas le temps. Parce qu'entre-temps, ils ont récupéré un pays, ça c'est l'argument qu'on nous donne et qu'on peut aussi attester, un pays, il fallait tout refaire, ou pratiquement tout refaire. C'est pourquoi est-ce que le PS-Gouv vient donner un instrument au gouvernement de redistribuer de manière circonstancielle un peu de ce qu'il y a dans la cuvette. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est très simple. Il faut pouvoir aller à la conquête des secteurs d'activité, des secteurs économiques qui sont à notre possession et que l'on peut développer rapidement. Tout à l'heure, je parlais par exemple du domaine du secteur halieutique, où aujourd'hui on a la capacité avec nos fleuves, avec le réseau lagunaire, de pouvoir produire autant de poissons, éviter de pouvoir importer du poisson qui vient d'ailleurs, qui va nous coûter très cher. Mais il y a aussi le secteur de l'artisanat, où on peut promouvoir des métiers. Il y a 40 corps de métiers dans l'artisanat qui sont inconnus des Ivoiriens. C'est important que l'on puisse chercher là-bas des poches où l'on peut donner aux Ivoiriens la possibilité de pouvoir s'auto-employer et de pouvoir créer de la richesse. Et ça, c'est partout. Et je vais faire la remarque selon laquelle le secteur informel dont on parle, mais c'est un secteur artisanal. C'est un secteur qui est essentiellement artisanal. Il faut simplement mieux organiser, valoriser ces métiers-là et surtout accorder de la formation aux uns aux autres. Dernière chose, Arthur a raison avec l'honorable, n'ayons pas peur d'aller à la conquête de l'espace fiscal. Parce qu'en réalité, pour que l'État puisse redistribuer de l'argent, il faut que l'État aille en chercher. Et c'est important. Quand aujourd'hui nos élus locaux se plaignent de ce qu'on vient chercher l'argent dans leur poche, c'est parce que de l'autre côté, on manque de courage fiscal. Et le courage fiscal, comme je pourrais reprendre le Premier ministre Hachi, il faudrait que ce soit un enjeu patriotique. Il faudrait qu'on y aille. Très bien. Eddy ? Mais je pense que tout est dit. Hein, tout est dit. Courage fiscal, formaliser le secteur informel. Vous savez, c'est quelque part une honte que partagent tous les pays j'ai envie de dire sous-développés ou en voie de développement, de savoir que toute cette population qui travaille, ces populations laborieuses, ne sont pas concernées par la fiscalité étatique. Certes, on les pressurise avec des taxes de marché, des taxes parafiscales, mais on n'a pas le courage, comme l'a dit Arthur, d'élargir l'assiette fiscale. Une des solutions pourrait être justement de baisser les impôts pour pouvoir mieux les répartir sur une assiette fiscale, une masse fiscale beaucoup plus large. Alors, c'est vrai, on ne peut pas. C'est intéressant dans l'absolu de se dire qu'on aura des pôles de développement ici, là, etc., etc. Mais le but, c'est au secteur privé, en tout cas pour un pouvoir libéral, c'est au secteur privé justement de prendre cette initiative-là. Et le secteur privé ne sera encouragé que par le biais fiscal, encore une fois. C'est parce que les impôts ne sont pas excessifs qu'on entreprend un peu plus. C'est parce que, comment dirais-je, la création des entreprises
est beaucoup plus facile, que les jeunes se retournent vers cela, c'est parce que aussi la culture de création de l'entreprise est étalée, étendue, ou du moins apprise même à l'université, même si peut-être Arthur ne sera pas d'accord, ou dans des grandes écoles, que les jeunes iront directement vers cela. Donc, il faut, au-delà de cet aspect policier, etc., il faut aller droit vers les problèmes, vers la décentralisation. Il faut une identité même de la décentralisation. On a des districts, des régions, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment les compétences. Le financement est difficile, comme vient de le dire un élu local, puisque l'État promet d'une main et récupère de l'autre côté, et on aboutit à des situations, et permettez-moi ce néologisme, d'une sorte de déconcentralisation, c'est-à-dire qu'une décentralisation par le verbe, mais une centralisation par les actes. Oui, Arthur. Oui, je vais préciser la notion de temps. En fait, c'est économique. En fait, l'expansion, c'est la croissance. On confond beaucoup expansion et croissance. La croissance, elle doit être dans le temps. Donc, tant qu'on n'a pas eu des chiffres sur 10, 15 ans, on ne peut pas parler de croissance. C'est un abus. Et la Côte d'Ivoire, je pense que maintenant, c'est ce que j'ai dit, elle rentre en croissance pour moi. Après 10 années, on est dans la croissance et ces 10 années, on doit commencer à mieux ressentir cette croissance. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nos phases de croissance ont toujours été des phases d'investissement public. Vous prenez la période entre 60 et 80, hein, on a même eu la crise à partir de 68, mais les investissements publics se sont poursuivis jusqu'en 85 parce qu'on a eu près de 18 ans de croissance. La petite phase de relance qu'on a eue après la dévaluation, mais prenez, à partir de 97 jusqu'au coup d'État, il y a eu aussi des relances. À chaque fois que la Côte d'Ivoire est en phase de croissance, il y a un investissement public et il y a même un taux de pauvreté qui est bas. Je dis aux gens, on retrouve le taux de pauvreté qu'on avait en 70. Ça prouve que cet impact de la croissance, jusque-là, a été senti. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus d'excuses. Après 10 années de croissance, sur le combat social. C'est ce que je suis en train de dire. Deuxième chose, sur l'artisanat, permettez-moi de refaire une vieille bagarre, mais oui, l'artisanat, il est déprécié par notre système éducatif. Puisque tout ce qui est autour de l'artisanat fait 1 heure par semaine et un coefficient 1. Donc, on dit aux Ivoiriens, aux enfants, l'artisanat, c'est pas bon. Il faut déjà changer ça aussi à l'école. L'entrepreneuriat doit rentrer dans les écoles le plus tôt possible. L'artisanat, oui. On a des problèmes sur l'université parce que moi, je suis très traditionnel sur l'université. Je pense qu'elle doit continuer à faire de la recherche, mais ça doit évoluer dans tous ces domaines. Je vais terminer pour dire, oui, il faut que le courage... Moi, je dis, je pense qu'on est tous unanimes aujourd'hui, il faut que le gouvernement ait le courage fiscal. D'accord. Et puis, pour terminer, la décentralisation, j'ai l'impression effectivement que on recule en termes de décentralisation, d'autant plus que même on crée je parle par exemple des ministres-gouverneurs, qui sont pour moi des gens qui freinent la décentralisation. Et en plus, le budget va chercher dans le budget des élus locaux. Il faut donner aux élus locaux le véritable... C'est eux qui sont au contact des populations tous les jours. Il faut leur donner le pouvoir d'être de vrais acteurs de développement et pas de simples maires pour être des maires. On vous a bien compris, Arthur. Bledson, réaction? Oui, je pense que de la conférence de presse, et aussi il faut remonter à chacune de ses sorties publiques. Il fait les mêmes discours, il met l'accent sur le privé, là plutôt au privé. Le privé dont il parle ici, c'est... Prend en compte tout ce qui est informel, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ça prend en compte, mais c'est surtout... l'État est derrière ce privé-là. La position du président de la République exprimée régulièrement par le Premier ministre Patrick Tachi, c'est qu'on ne peut pas demander au privé de créer des emplois tout seul, d'aller à l'extérieur chercher des marchés. Il faut que l'État soit derrière. La nouveauté, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire la transformation de nos produits, on va créer des champions ivoiriens, mais il faut les soutenir pour qu'ils puissent aller chercher des marchés à l'extérieur. Tout seul, ils ne peuvent pas se lever, aller dans d'autres pays. Et c'est l'État de les aider à jouer ce rôle-là. Et puis, tous les secteurs, le secteur culturel en a parlé lors de sa conférence de presse, il faut permettre, et là on retrouve les artisans, il faut leur permettre de se constituer et de générer des emplois et de générer des richesses. Donc ça, c'est vraiment ça qui est parfaitement nouveau. Maintenant, pour peut-être les districts, il faut attendre que les districts ça, parce qu'il en a parlé lors de sa conférence de presse. Ce n'est pas pour venir fatiguer les élus locaux. Bien au contraire, et tout à l'heure, un élu, celui qui connaît quand même le terrain, a dit l'État, depuis Abidjan, encore continue de puiser dans les caisses. Justement, avec les districts, en principe, ce problème devait disparaître parce que les ministres gouverneurs sont aux côtés de... Je dis bien en principe parce que, bon, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, rapidement, Landry. La création d'emplois à l'intérieur va aussi enrichir les collectivités. Absolument. C'est tout ça qui est important. Il y a un effet domino. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, dans l'absolu, si tant est que la création des fameux districts
peut participer à rapprocher davantage l'action gouvernementale auprès des différentes collectivités classiques. Là, le problème n'est pas tant ces nouveaux organes, le problème c'est la gestion, la fiscalité en réalité. Si on a une assiette fiscale élargie, si on permet de pouvoir capter de nouveaux secteurs d'activité et les bonifier, à ce moment-là, on donnerait bien sûr aux maires et aux présidents de région, donc aux conseils régionaux, ce dont ils ont besoin suffisamment pour pouvoir avancer. Et lorsqu'on nous parle de la possibilité aujourd'hui de permettre à tout le territoire national de pouvoir connaître une vitalité économique, je me dis, comme il disait M. Belson tout à l'heure, ça peut donc permettre à nos élus locaux de gagner davantage. Mais je dis qu'il faut faire très attention, M. l'honorable Assalé a parfaitement raison, il faut faire très attention de ce qu'on ne tombe pas dans le travers de la nécessité de tout contrôler au point d'arracher à ces collectivités-là, c'est dont elles ont besoin pour avancer, parce que c'est un travail de plusieurs décennies. D'accord. Assalé Tiemoko, vous voulez réagir? Non, je voulais juste dire que sur la question des districts qui ont été créés récemment, les 12 districts, nous, on avait pensé que leur financement serait en dehors des ressources des collectivités. C'est ça. On a été très surpris de découvrir il y a un mois, quand on nous a fait le point des ressources d'impôts envoyées aux collectivités, qu'on nous avait prélevé, enfin aux collectivités, pas nous en tant qu'individus, mais on avait prélevé aux collectivités autour de 4,8 milliards en 3 mois pour envoyer aux districts. Sur l'ensemble des collectivités? Oui, sur l'ensemble des collectivités. 4,8 milliards pour envoyer aux districts. Alors que les districts en question, dans les faits, ils ne font pas de développement. Ils sont là juste faire de la coordination de l'action gouvernementale en termes de réalisation d'investissements dans les régions où se trouvent ces districts-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le gouvernement n'a pas investi, n'a pas de grands projets dans une région, le gouverneur du district n'a pas d'activité. Ils peuvent susciter aussi. Comment? Ils peuvent susciter la. Non, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de faire de l'investissement. C'est le rôle des élus. Non, je dis susciter. Non, les gouverneurs des districts, dans leurs compétences, ils n'ont pas le pouvoir de faire de l'investissement. Ils ne font que du fonctionnement. Ils sont là que pour faire de la supervision des activités du gouvernement. Ce que les préfets font déjà. Non, mais ils font des études prospectives aussi. Ah oui, Vous ne parlez pas ensemble. Je veux dire que dans les faits, leur action en termes de développement local, en termes de développement dans les régions, n'est pas visible. Et ce qui est grave, c'est que... Ils viennent à peine aussi d'être nommés. Ah oui, mais en fait, un peu d'être nommés, mais ils ont eu, en 3 mois, ils ont eu plus d'argent que l'ensemble des élus de... On aura l'occasion de faire le débat sur les compétences des ministres-gouverneurs. On aura le temps de faire le débat. Et Guy Pierre, dernier exemple qui je m'inspire un peu de tout ce qui est artisanat, fiscalité. Alors vous savez comment est-ce que le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud pour être la première économie africaine? C'est à cause de Nollywood. Voilà le produit des films. C'est ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce. Tous ces éléments culturels-là qui concourent à l'affirmation d'une puissance et qui peuvent être convertis ou convertibles de façon économique. Nous avions eu ça. NCI qui sponsorise beaucoup de productions locales. Bien sûr. Merci pour ce clin d'œil. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avions, qu'on l'aime ou quoi, bon gré, mal gré, le coupé décalé. Nous avions aussi ma famille, pour ne pas les citer, le Zouglou, avec lesquels, je veux dire, qu'on a quelque part négligé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cela, alors que ça aurait pu être des instruments, en tout cas des instruments marchands. On aurait pu créer des emplois là-dessus. Aujourd'hui, les artistes nigériens n'envient plus les artistes américains. Et ce sont des pistes aussi à suivre. Absolument. Monsieur, au cours de cette conférence de presse, Aristide Nkenda, oui, rapidement. Non, je voulais juste qu'on essaye d'expliquer aux téléspectateurs que est-ce que la décentralisation, c'est simplement lorsque on donne l'autonomie, la fiscalité aux élus locaux? C'est un bon début. Il y a deux choses. Il y a la déconcentration et la décentralisation. C'est cela. La déconcentration, c'est le pouvoir de l'État. Bon, en fait, tout est pouvoir de l'État. Mais dans la décentralisation, l'État suppose qu'il confie, il abandonne carrément certaines de ses compétences à une autorité élue. Voilà. La déconcentration, c'est vérifier ce que l'État lui fait. Or, les ministres-gouverneurs, on a l'impression qu'ils sont un peu de déconcentration et un peu de décentralisation. Vous voyez, donc, c'est peut-être nouveau. Et c'est pour ça qu'on se pose la question peut-être de leur utilité. Après, il ne faut pas tous se jeter. Mais aujourd'hui, les symboles de la décentralisation, ce sont les maires, les présidents du conseil généraux et leur fonctionnement. S'ils n'ont pas de fiscalité locale, ils ne peuvent pas avoir d'autonomie dans leur gestion. Ils ne peuvent pas avoir de budget pour construire cette décentralisation. C'est pour ça qu'une bonne décentralisation doit s'accompagner de fiscalité locale. Parce qu'en réalité, il y a même certaines tâches qui ne doivent même plus revenir au gouvernement. Oui, tout à fait. Quand il n'y a pas, par exemple, un lycée qui ne fonctionne pas, nous tous on cherche le gouvernement. En réalité, c'est le président du conseil général qu'on doit chercher. C'est lui qui s'occupe des lycées. Tout à fait. Mais comme l'État concentre sans vraiment donner de pouvoir, nous tous on regarde l'État.
D'accord. Je donne un exemple, par exemple. Oui. En 2003, il y a une loi qui a été d'ailleurs renforcée, qui a été votée, qui a transféré aux élus locaux 16 compétences, presque dans tous les domaines. Mais je vais prendre le cas du monde de l'éducation. Quand on prend l'éducation, les maires sont chargés de la gestion des écoles primaires. Ils sont chargés de la construction des cantines. Ils sont chargés de la construction des salles de classe. C'est les maires, ça. Et la même loi dit, pour exercer cette compétence, l'État transfère les ressources destinées à construire les écoles aux maires. C'est toujours le gouvernement qui construit. C'est toujours le ministère de l'Éducation nationale qui construit les écoles depuis Abidjan. Donc vous allez forcément avoir une disparité des zones où il n'y a aucune école, parce que tout ça est piloté depuis Abidjan. Les maires sont dans la proximité, c'est eux qui savent où se trouvent les besoins de leur population. Et donc il faut que la loi qui a été prise soit appliquée, parce que dans tous les ministères, même pour faire de l'investissement, les ressources sont logées dans les ministères. Et les DAF de ces ministères, ils font d'abord les dépenses du ministère, et c'est en fin d'année, quand les maires ont bouclé leur exercice, qu'on vous envoie les transferts destinés à l'année qui vient de finir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources-là qui viennent en fin d'année, alors que le budget, l'année est finie? Voilà. Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on adresse. Et comme maintenant je suis au Parlement, c'est des choses qu'on va débattre bientôt. Absolument. Alors, monsieur, au cours de cette conférence de presse, le Premier ministre s'est aussi prononcé sur l'opération dite main propre. Il a indiqué que le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. Je vous propose d'écouter Patrick Kachi. Tous les actes seront sanctionnés. Sur les audits, ces audits ont commencé. D'abord sur la base de pré-audits qui ont été faits par le ministre en charge du budget du portefeuille de l'État, qui est le premier, puisqu'il suit, je dirais, régulièrement l'évolution des sociétés, à se rendre compte de dysfonctionnement. Mais, n'ayant pas la capacité dans l'administration de faire un audit complet, on fait appel à des cabinets d'audit externes professionnels pour que les allégations qui sont formulées à l'encontre de personnes qui sont des dirigeants ne le soient pas sur des bases légères et faibles. Elles doivent être fondées. Donc, on a enclenché ce processus d'audit en saisissant des cabinets internationaux pour un certain nombre de sociétés sur lesquelles le portefeuille de l'État nous a alertés. Ces audits sont en cours. Pour certains, déjà, si vous le suivez, les sanctions ont été prises. Et pour les autres, dans les semaines à venir, vous verrez. Et certainement, la prochaine fois que nous nous rencontrerons, vous pourrez donc me poser une question de savoir, je dirais, quelle est la suite. Mais je peux vous dire déjà que le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est terminé. Donc le processus est irréversible et les résultats seront donc fournis aux populations au moment opportun. Patrick Kachi l'indique lundi. Il dit le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. On vient de l'entendre. Et dans la même semaine, il y a un changement à la tête de 2 sociétés d'État. La première, le fonds d'entretien routier. La deuxième, l'ANSUD. Bledson Mathieu, vous voulez réagir? Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'industrialisation, du soutien du privé, de création de 8 millions d'emplois, mais la deuxième condition, c'est une gestion saine des ressources publiques. La gouvernance. La gouvernance. La bonne gouvernance. Donc vraiment, je crois que dans son esprit, c'est vraiment des questions sur lesquelles on ne doit même pas revenir. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Il a même dit est-ce qu'on va faire ou on ne va pas faire. Mais on est obligé de le faire. C'est cela. Alors, toutes nos excuses à nos internautes qui nous suivent sur Facebook notamment. Le direct a été coupé, mais il a été rétabli. Antoine Assalet Tiemoko, réaction sur ce deuxième point. On a observé tous, on a vu que le directeur général du FER a été remercié par son conseil d'administration. Il y a 24 heures, c'est le directeur général de l'ANSUD qui a été remercié. Et il semble que le processus va toucher d'autres entités étatiques. Alors, c'est des choses qu'on peut saluer. Mais derrière ça, moi, je pense que en tant que journaliste, je sais beaucoup de choses. Je sais que l'environnement dans lequel on évolue en Côte d'Ivoire est tel que ces actions-là peuvent être ponctuelles, peuvent être saluées, mais en profondeur, il ne se passera pas grand-chose si la volonté d'aller jusqu'au bout n'est pas affirmée. Le chef de l'État lui-même, je peux vous assurer que le système dans lequel nous évoluons est même plus puissant que le chef de l'État. La construction politique dans laquelle lui-même évolue, dans laquelle le gouvernement évolue, est telle qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise gouvernance peut prendre une certaine allure à un moment donné, mais en termes de calcul politique, il peut s'arrêter net à la veille des élections. Donc, je pense que tout ça va participer de ce que j'appelle le grand changement et que parfois tu combats si férocement. En 2025, quand on va restructurer l'environnement politique,
les acteurs politiques qui vont monter vont avoir plus de marge parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses que les uns les autres redevront à des gens dans leur conquête du pouvoir. Et ça, je peux vous assurer que quand on fait des enquêtes très profondes, on se rend compte que ce sont des barrières qui sont là. Les gens doivent tellement de choses entre eux que même quand vous voulez sanctionner tel individu, jusqu'au niveau du chef de l'État, la pression qui vient derrière est telle que parfois les gens lâchent du lest et les gens ont l'impression qu'ils sont au-dessus des lois et donc ne sont pas sanctionnés. Et donc il y a tout un environnement qu'il va falloir changer pour que ces choses-là prennent un vrai ancrage pour être dans le temps. Très bien. Aristide ? Oui, Ali, l'honorable Assaleh Timoko dit que nous évoluons dans un environnement où cet environnement est parfois puissant que le chef d'État. Peut-être que ça peut exister à une autre époque, mais pas sous Alassane Ouattara. Okay. Quand Alassane Ouattara est au pouvoir, c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui qui donne le là. Et le Premier ministre est revenu là-dessus en disant « le président de la République ne va pas reculer ». Je vous avais dit que le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens. Un leader porteur de sens, c'est celui qui vous donne votre zone d'autonomie, parce qu'il y a une sorte de connivence. Mais il vous donne votre responsabilité. Et le jour où vous commettez la faute, vous êtes sanctionné. Donc, on est en train de reconstruire le système de valeurs. Et je crois que le président Ouattara avait promis la bonne gouvernance aux Ivoiriens. Il est en train de le démontrer. Et il ne se laissera pas distraire par un chantage politique. Et je crois que Assaleh Timoko fait bien de mentionner ça, qu'à un moment donné, les hommes politiques sont pris parce qu'ils ne peuvent pas, ils reculent parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Le président Ouattara ne recule jamais. Je vous ai dit, moi je l'ai observé sur une longue période, c'est quelqu'un, lorsqu'il dit, il fait. Il a dit qu'il va assainir, et aucun environnement ne peut le prendre parce que c'est lui le chef. Eddy ? Alors moi, j'aimerais bien comprendre de quels sont les faits qui sont reprochés à ces derniers-là pour qu'ils aient été suspendus ou bien remerciés par les conseils d'administration auxquels ils appartenaient. Est-ce parce qu'ils ont distrait, détourné des fonds publics ? Quel est le problème? Est-ce qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a une mauvaise gestion? Alors, s'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, qu'il y a des détournements de fonds publics qui sont prouvés, j'aimerais connaître la suite pénale de l'affaire, la suite de la procédure pénale. Alors, auquel cas, être simplement remercié par un conseil d'administration serait totalement insuffisant. Il y a quelque temps, on nous avait parlé d'une opération main propre, avec plus de, si mes souvenirs sont bons, 200 à 300 personnes qui ont été inculpées. Les noms n'ont jamais été publiés. Bon, c'est pas grave, c'est écrit de l'instruction judiciaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a vu personne prendre Hermaka ou bien répondre devant un juge. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas de qui il s'agit. Alors, si ces derniers-là sont concernés, moi, j'aimerais bien connaître la suite pénale de l'affaire. Parce que s'ils ont détourné des fonds publics, c'est quand même grave. Et le code pénal est très répressif là-dessus. Donc, j'aimerais connaître la suite pénale de cette histoire. Bien sûr. Arthur ? Moi, c'est d'abord ce que je suppose que le Premier ministre est encore au stade de promesse, au stade de son processus irréversible, mais pas achevé. Parce que s'il doit s'achever par... Il n'est plus DG, franchement, ça, y a pas pour moi, c'est rien. Quelqu'un qui a détourné de l'argent... Après, on ne peut pas préjuger de la suite. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Donc, pour l'instant, je ne peux pas être satisfait de 2 ou 3 DG qui sont partis, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas si certains disent que c'est des questions politiques. Donc, en ce moment, on doit avoir une suite pénale. Deuxième chose que je vais dire, il faut aller plus loin. Il faut donner la totale autonomie à ceux qui sont chargés de la gouvernance, la haute autorité, la Cour des comptes, et même donner plus de poids à l'inspection générale de l'État. Parce que si les instruments qui sont chargés de contrôler ne sont pas forts, on ne peut pas avancer. Il faut qu'ils soient forts et transparents. Troisième chose, je vais dire, c'est une question même, je vais dire, au-delà même de c'est tout le peuple. C'est toute la population. Aujourd'hui, quand quelqu'un est nommé DG, pourquoi il vole? Parce que quand quelqu'un va chez le DG, il espère ressortir avec de l'argent. Moi, j'étais au truc. Quand tu trouves une audience pour quelqu'un, quand il ressort de chez ton patron, sans enveloppe, il est... Mais je lui dis, on a dit les salaires des ministres, je crois que c'est 4 ou 5 millions. S'il doit donner 1 million à tous ceux qui passent, je dis bonjour, mais il va lui rester. Où il va prendre l'argent? Il faut que notre société même, on travaille globalement. C'est pour ça que je dis, l'éducation civique, aussi importante que les mathématiques. Bon, je ne vais pas refaire ce débat, mais... Arthur, attention. Mais c'est la société qu'il faut modifier. Aujourd'hui, on est une société où la méritocratie n'est plus rien, où quelqu'un change de vie, ça dit... Vraiment, c'est général. Sinon, on enlève 2, 3 DG. On ne va pas changer la corruption. C'est notre logiciel qu'il faut changer avec des mesures fortes, vigoureuses. Sinon, quelqu'un qui est ministre, à chaque fois qu'on veut le voir, on veut qu'il donne 1 million. Où il va prendre le million, là?
faut que la société arrête de penser que lui aussi il distribue de l'argent. Ils sont en train de dévier à chaque fois. Oui, rapidement. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. J'ai fait une publication il y a 1 ou 2 mois de cela qui avait pour titre « La société de corruption ». La société dans laquelle nous vivons est une société qui génère elle-même la corruption. On a un système qui est tel qu'aujourd'hui... Là, vous parlez du citoyen lambda. Clairement, tous les Ivoiriens. de tous les Ivoiriens. Sauf moi, Nous évidemment. sommes dans un système... Moi, je suis élu local et je vis, et c'est le cas pour tous les élus locaux, de tous ceux qui ont une fonction politique à un certain niveau. Mais vous vivez dans un monde qui est un véritable enfer, où les gens ne peuvent pas concevoir qu'un élu local, ou bien un député ou un maire, ne puisse pas donner chaque jour de l'argent. Vous en faites les frais, on dirait. Mais c'est au quotidien. C'est insupportable. Et donc, quand vous voulez dans un tel environnement, quand un individu a un poste de responsabilité, c'est tout le village, c'est toute la région. Souvent même le parti. C'est le parti même qui est derrière qui attend qu'il y ait le retour de l'ascenseur. Dans un tel environnement, et c'est pour ça que j'ai dit que le chef de l'État lui-même peut être parfois pris. Je sais dans quelles conditions souvent ils agissent. Et je peux vous garantir que je ne rêve pas de leur place dans le contexte actuel. Parce que la pression est telle que quand même on débarque un DG de son poste pour avoir été convaincu d'avoir fait des choses qui ne sont pas correctes, la procédure pénale qui doit suivre entre son débarquement et la procédure pénale, c'est un siècle de procédure de pression. Et donc, au final, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est un vrai bouleversement, c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière qu'un homme politique, dans le contexte actuel, ne peut pas prendre, si ce n'est que dans la forme d'accession au pouvoir qui va être plus transparente, plus tranquille à partir de 2025, à des gens qui vont revenir et qui ne doivent pas des millions de choses à des gens qui les ont aidés à venir au pouvoir. Dans un tel contexte, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Autrement, vous sciez le bois sur lequel vous-même vous êtes assis et votre système s'écroule. Donc il y a cette pression qui est là. Et donc, il faut tenir compte par rapport aux actes que les uns les autres posent. D'accord. Landry ? Ok, je voudrais dire que autant nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons une société qui génère elle-même le système de corruption. Ça, c'est la chose la plus certaine. Vous avez des personnes qui disent en attendant notre tour. L'Ivoirien lui-même qui propose, le citoyen lui-même qui propose un petit 1000 francs, 2000 francs pour obtenir quelque chose qu'il pourra obtenir plus rapidement. C'est nous-mêmes qui favorisons cela. C'est nous qui mettons la pression sur nos décideurs, qui vont profiter de cette situation-là aussi pour pouvoir gagner des marges beaucoup plus importantes. Mais là où j'ai quelques espoirs, et que ces espoirs sont certains, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui, pour ma part, a dit il y a quelques mois, il y a 1 an, qu'il se retirait, mais pour cause de force majeure, il est là. Et j'ai l'impression qu'il se dit c'est la dernière partie, c'est le dernier acte. Et là, je ferai ce que je dois faire. Il se sent plutôt libre, délié de quoi que ce soit. Et il se sent la possibilité désormais de pouvoir agir. Et d'agir là où il faut agir. Il n'a plus la pression de se faire réélire. Il n'a plus rien à prouver. Il sait que 2025, il va pouvoir partir tranquillement. Et s'il doit partir, après avoir construit des routes, des ponts, de pouvoir restructurer et moderniser notre économie, c'est de pouvoir faire ce qu'il appelle un redressement moral. Le mot est fort. Redressement fiscal, redressement moral, mais ce n'est pas que pour les acteurs politiques, ce n'est pas que pour les grands patrons de l'administration publique, mais c'est pour toute la société. Et dans ce là que je rejoins Arthur pour dire qu'il faut aller au-delà de cela. Et ce n'est pas forcément par la démarche répressive et judiciaire, mais c'est aussi au niveau de l'éducation civique et morale. Chose très importante. Je vais terminer avec ceci pour dire que je veux rassurer les uns et les autres. En matière de procédure pénale, la procédure est difficile, elle est longue. Lorsqu'on inculpe quelqu'un, il y a des enquêtes qui sont menées, diligentées par le juge d'instruction. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présomption d'innocence. C'est vrai que le grand public s'empresse et veut avoir des résultats, mais il faut être patient. Et c'est bon de pouvoir rappeler aux uns aux autres que nous sommes vigilants, que nous savons qu'il y a tel nombre de personnes qui ont été inculpées. Donc ça met la pression sur l'institution judiciaire qui doit pouvoir nous donner les moyens de pouvoir avoir les résultats. Juste un exemple. C'est vrai que la procédure est compliquée, elle est souvent très longue, mais il y a des pressions derrière. Oui, c'est nous qui avons fait l'enquête sur les véhicules non dédouanés en Côte d'Ivoire. La perte pour l'État, c'est chiffre près de 40 milliards de francs CFA annuels. Mais quand l'enquête est parue et que des enquêtes internes ont été faites, que des gens ont été arrêtés, écroués à la MACA, avez-vous entendu parler d'un procès dans ce dossier-là? Depuis 2018, il n'y a eu aucun procès. Tous les acteurs de ce scandale ont été libérés. Il ne s'est jamais rien passé. Tout est passé en perte et profit. Donc, je vais dire qu'on connaît le système.
Je connais l'environnement et je sais que ce n'est pas facile que les gens agissent par aller jusqu'au bout. D'accord. Bledson Mathieu, je vous donne la parole juste après cette petite pause. Ok, d'accord. De NCI 360, merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, nous abordons en ce moment le deuxième sujet de ce soir concernant l'opération main propre, au sujet de laquelle le Premier ministre Patrick Achi a indiqué dans son grand oral en début de semaine que l'opération était irréversible. Bledson Mathieu, vous vouliez réagir avant la pause? Oui, parce que mes prédécesseurs ont planté le décor qui est réel. Hein. L'Ivoirien lui-même est corrompu. On a vraiment tous l'impression que quand on te nomme, il faut bouffer. Et puis justement, quand tu es élu, vraiment, je n'en veux pas les élus. Là, vraiment. Mais on fait quoi? On reste là comme ça ou Le Premier ministre, en début, a dit qu'il faut contribuer à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens et il faut préparer les générations futures. On ne va pas léguer ça quand même à nos enfants. On ne va pas léguer ça, excusez-moi du terme. Non, il faut mettre forcément un terme. Et ce gouvernement-là a des institutions, il essaie de renforcer toutes les institutions de la justice. On ne se rend peut-être pas compte, mais pratiquement tous les jours, on arrête un policier, un gendarme, on les juge. À partir d'un certain moment, les gens comprendront d'eux-mêmes que racketter, là, il faut arrêter. Les DG qui ont été suspendus, est-ce qu'il y a une suite judiciaire? Pour l'instant, c'est vraiment le conseil d'administration. Mais le Premier ministre a dit que les audits vont se poursuivre. Régulièrement, il y aura des audits. Et lorsqu'il y a des indices, on fera appel à un cabinet. Je crois que quand il dit que d'ici 2030, nous allons créer 8 millions d'emplois, ce sont ces 8 millions d'emplois qu'il faut regarder. Je pense que c'est ce qu'il regarde. Et pour ça, il y a un sacrifice à faire. Il faut mettre tous ceux qui bouffent l'argent dehors. C'est même pas encore prouvé. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Très bien. Alors, messieurs, s'il vous plaît, rendez-moi la tâche facile. Eddy Guipier, vous voulez réagir? Non, je reste encore vraiment sceptique. Hein. Et puis, je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'on impute tout à la population en disant non, on est corrompu, une sorte d'atavisme culturel qui ferait de nous des corrompus. Non, le poisson pourrit par la tête. C'est à la tête de donner l'exemple. Voilà. Une fois que la tête donne l'exemple, les populations sont obligées de suivre. On a un arsenal de lois qui sont répressives. On a un discours. Arthur vient de le dire, on a 3 autorités. On se demande même qu'est-ce qu'elles font. La haute autorité de lutte pour la bonne gouvernance, la Cour des comptes qui a été installée récemment, l'inspection générale de l'État. On a toutes ces institutions-là. On ne sait pas trop à quoi ça sert, en tout cas au vu de l'opinion publique. Donc l'Ivoirien, je veux dire, lambda, il a été quelque part même surpris même de la suspension. Qu'est-ce qu'il comprend réellement? A-t-il été suspendu? A-t-il été, comment dirais-je, a-t-il démissionné? A-t-il été sanctionné réellement? Quelle sera la suite? Voilà. Donc moi, je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est la suite réelle. Est-ce qu'il s'agit d'une lame réelle de fond qui va emporter plusieurs têtes? Quelles seront les sanctions? Est-ce qu'il y aura des saisies? Voilà ce qui est intéressant, par exemple, parce que quand on a volé de l'argent aussi quelque part, si tant est-il que c'est prouvé, il faut peut-être saisir les masses qui ont été investies, peut-être à l'intérieur comme à l'extérieur, etc. Donc c'est tout ça que l'opinion attend. Voilà, on ne va pas, comme l'a dit l'honorable, se gargariser de 2 ou 3 personnes qui ont été suspendues, en plus, même pas, voilà, et se dire que c'est une bonne chose. Je pense que l'opinion est beaucoup plus exigeante et il ne faudrait pas lancer la pierre vis-à-vis des Ivoiriens qui eux aussi attendent beaucoup et l'exemple doit venir de la part des autorités. D'accord. Docteur Guipier, je suis quand même surpris, docteur. Le gouvernement lance des audits, les résultats sortent, les conseils d'administration commencent à sanctionner les directeurs généraux. Est-ce que le lièvre n'a pas été levé par l'opposition? Le lièvre n'a pas été levé par une enquête de presse? C'est le gouvernement même qui lance les audits. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il faut assainir, qu'il faut appliquer la bonne gouvernance. Donc, il faut laisser, comme a dit le Premier ministre, le temps faire son chemin. Et je pense qu'à la suite, lui-même l'a dit, quand on aura plus d'éléments, on viendra vous informer. Donc, on ne peut pas, en même temps, dire que le gouvernement ne fait rien alors que c'est le gouvernement même qui a lancé les audits. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, d'accord, il va préciser sa pensée. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le gouvernement n'a rien fait. Je pose la question. Vous avez dit que le je pose la question. Mais bien sûr, bien entendu. Quand vous dites que l'Ivoirien est corrompu et que des DG bouffent, etc., mais c'est parce que, comment dirais-je, on voit des DG qui ont une vie qui a changé. C'est pour ça que, justement, les gens viennent vers eux pour attendre des dons. Bref, moi, ce que je veux dire, il y a une sorte de dichotomie. 300 personnes inculpées.
On n'a rien vu venir. On parle de la lenteur de l'instruction, c'est un peu trop facile. On a vu, une fois que quelque chose est prouvé, je veux dire, on peut accélérer la procédure, etc., etc. Et comment dirais-je, on parle de sanctions, d'audits. Il faut rassembler tout ça, que ce soit beaucoup plus lisible pour l'opinion publique, afin que les responsabilités soient situées, que les responsables soient sanctionnés. Ce que vous demandez, c'est davantage de clarification. Tout à fait. Sanctionner le plus tôt possible. Et puis, bon, voilà, organiser, pourquoi pas, des procès où on verra tout ça. Très bien, très bien. Allez, Landry, je reviendrai à vous tout à l'heure. Landry. Je voudrais dire une chose qui est très simple. Ce dont il s'agit, c'est qu'on est dans un processus de redressement moral avec incidence judiciaire. Mieux, je termine, mieux. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, il y a des membres de la commission de l'Assemblée nationale en charge des finances qui étaient en formation à Yamoussoukro sur la question du contrôle des finances publiques. Cela veut dire que même les institutions de contrôle externe doivent être sont désormais formées afin d'avoir un contrôle beaucoup plus pointu. On peut regretter que ça se fasse maintenant, mais il est toujours heureux que l'on démarre à un moment donné. C'est déjà bon. Et encore dire une chose, je préfère que ce soit des interrogations et que l'on laisse les gens travailler. Parce que pour ce qui est de la procédure, c'est vrai qu'il y a le temps que exigent les populations d'avoir des résultats maintenant, mais la présomption d'innocence fait que, aujourd'hui, avant de pouvoir décider que quelqu'un est coupable d'organiser un procès, il faut s'assurer d'avoir des éléments complets. Les DG, par exemple, celui du FER qui a été limogé, c'est sur la base d'un audit préliminaire. Un magistrat ne va jamais engager une procédure pénale vis-à-vis de quelqu'un sur la base d'un audit préliminaire. Il va falloir un audit définitif pour que le magistrat puisse se saisir de cela. Donc, juste dire que ça ne va pas nous prendre toute la vie, mais il faut avoir un peu de patience et encourager ce qui se fait déjà afin de pouvoir permettre à nos gouvernements d'aller plus loin. D'accord, très bien. Alors, on a M. Kwasi Nguessan qui nous appelle de Yopougon. M. Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre point de vue sur le sujet? Bon, moi, mon point de vue, il est clair. Vous voyez. Voici, en Côte d'Ivoire, nous avons un président qui prend des bonnes initiatives. Mais ces initiatives-là, il faut les encourager. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Si c'est véritablement ils ont détourné de l'argent, qu'on les juge. Et puis il faut les mettre il faut les emprisonner. Il faut qu'on les juge. Parce que nous savons qu'il y a des situations qui sont produites en Côte d'Ivoire. Des personnes ont été jugées tout de suite et puis on les a mises en prison. Pourquoi à leur tour, on attend des preuves? Mais s'il n'y a pas de preuves, donc on les rétablisse dans leurs droits. Si on les arrête ou bien si on les démet, ça veut dire que les preuves se sont avérées. Si les preuves ne sont pas avérées, je pense qu'il faut les rétablir dans leurs droits. Dans le cas concret, qu'on les juge maintenant, comme on a jugé certaines personnes, immédiatement on les a foutues au livre. D'accord, très bien. On vous a bien compris, Assalé? Oui, moi j'ai une chose que je voulais préciser, c'est que même si un audit révèle qu'un acteur public, gérant une structure de l'État, s'est rendu coupable, s'est rendu responsable de malversation, tant que le politique n'a pas décidé de poursuivre lui-même cet acteur politique en saisissant le parquet, je vois très mal le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il y a un parquet financier, mais je le vois très mal dans le contexte qui est le nôtre, s'auto-saisir de tout ce qu'il y a audit et poursuivre les acteurs dont le pouvoir est en place. Et il faut tenir compte de cet aspect aussi. Le DG du FER peut être démis de ses fonctions. Si demain l'audit révèle qu'effectivement il y a eu des détournements de fonds présumés, je ne vois pas le procureur de la République se lever et aller prendre le DG du FER pour l'envoyer à la MACA sans une décision de l'acteur politique. Le contexte dans lequel nous évoluons est tel qu'aujourd'hui, les magistrats eux-mêmes, par rapport à leur positionnement, ne peuvent pas se permettre certaines actions. Ils prennent des risques en le faisant, ils peuvent perdre leurs fonctions. Donc, il y a tout cet environnement qu'il faut tenir, il faut prendre en compte dans l'analyse qu'on fait par rapport aux poursuites. L'acteur politique ici en Côte d'Ivoire joue un rôle important dans l'orientation des poursuites. Tant qu'il n'a pas décidé, on ne poursuivra pas. D'accord. Monsieur, on aborde à présent l'actualité politique avec le Front populaire ivoirien, le FPI, qui a tenu hier son 6e congrès extraordinaire au Palais des Sports d'Abidjan. Ce congrès, qui a réussi le pari de la mobilisation, était le premier du parti depuis sa rupture avec son fondateur Laurent Gbagbo, qui a lancé le mois dernier, souvenez-vous, un autre parti politique, le PPACI. Ça a également été le congrès de la clarification, comme nous le montrent Yéli Traoré et Fulgence Kissiedou.
Pari de la mobilisation réussie pour le Front populaire ivoirien FPI qui a tenu ce samedi 13 novembre son 6e congrès au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Premier congrès depuis la crise sociopolitique de 2010-2011. Ce congrès tant attendu était celui de la clarification, puisque arrivant après la scission qui a abouti à la création du nouveau parti des peuples africains, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Selon Pascal Afingessant, il était devenu impérieux de convoquer ce congrès dans le but d'ausculter son parti en vue de son renforcement. D'autant qu'il avait été dit qu'il héritait d'une enveloppe vide. Cette rupture est une libération, un soulagement, une salutaire clarification. J'ajouterai même une double victoire. Victoire idéologique, victoire de l'intelligence stratégique. Ce congrès est donc un test de la santé politique du parti. Pour l'ancien Premier ministre qui se veut optimiste pour la suite, le Front populaire sort de l'ambiguïté et renforce son implantation en rajeunissant par la même occasion les cadres de son parti. Depuis 2018, notre organisation repose sur de nouveaux principes afin d'assurer une meilleure couverture territoriale, de renforcer l'encadrement des militants et d'être davantage présents sur le terrain. Grâce à ce meilleur maillage territorial, nos structures seront désormais au plus près des populations. La direction du parti doit être à l'image des militants et du peuple ivoirien qui aspirent au rajeunissement et à la féminisation de la classe politique. Je suis résolument engagé dans cette voie. Le patron du FPI appelle à la libération de ses camarades, encore derrière les barreaux, et en appelle au règlement des conflits de manière pacifique. Nos valeurs, c'est la liberté et la démocratie. La liberté d'opinion et d'expression, sans crainte pour sa vie ou pour sa sécurité. C'est pourquoi nous réclamons avec insistance la libération de tous les prisonniers d'opinion et le retour de tous les exilés politiques. Pascal Afingessant clôt son intervention dans un élan d'œcuménisme et dans un plaidoyer en faveur de la décrispation. Il rappellera que l'ADN du FPI est social-démocrate. Monsieur, un véritable défi se dressait devant Pascal Afingessant. La tenue de ce congrès, la mobilisation, quand on sait ce qui s'est passé au sujet de la rupture avec Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez? Quelles leçons vous tirez de ce congrès de Pascal Afingessant, du FPI? Moi, je pense qu'on l'a vu sur les images, le défi de la mobilisation a été relevé. C'est une très belle mobilisation. Il a fait ça le com, mais je dis ça, c'est dans le sens du possible. Ça, pour Afingessant, chaque année, chaque 2 ans, il a fait un congrès dans la même salle. C'était toujours une salle com. Ce qu'il faut dire, c'est que ce congrès-là, il avait annoncé depuis quelque temps, depuis près de 2 ans, en disant que le jour où le président Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il ferait organiser un congrès au cours duquel le président Gbagbo serait réélu président et lui, Afingessant, chercherait à avoir le poste de vice-président avec plein pouvoir. Ce congrès-là, peut-être qu'il vient d'organiser, mais sans le président Gbagbo à ses côtés. Première chose. Deuxième chose, moi je l'ai dit il y a peut-être 4 ou 5 ans que Afingessant, au FPI, après Gbagbo, était la meilleure chance de ce parti-là de revenir au pouvoir. Parce que j'estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a compris beaucoup de choses dans la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est prêt à gouverner. Malheureusement, le parti est scindé en deux avec le PPA qui a été créé. Afin se retrouve aujourd'hui avec, comme il a dit, dans le soulagement, dans la clarification. Et c'est même une libération pour lui d'avoir un parti pour lui seul pour pouvoir faire la politique. On espère que cela va lui réussir et que pour les perspectives de 2025, il pourrait avoir la marge nécessaire pour pouvoir compter parmi les candidats qui vont se présenter pour cette élection. Oui, attention, il a dit libération, pas parce qu'il va avoir le parti pour lui seul, parce qu'il parle d'intelligence, de la victoire, de l'intelligence stratégique.
En fait, Pascal Affi N'Guessan, pendant longtemps, a voulu montrer sa fidélité, sa loyauté au parti et à son mentor fondateur, mais il a bien suivi le cheminement jusqu'à ce que lui-même, Laurent Gbagbo, revienne et crée plutôt son parti et qu'il y ait la rupture. Pourquoi est-ce qu'il parle de libération? Il parle de libération, comme il l'avait déjà dit à son point de presse, que ce départ est un soulagement parce que ça nous débarrasse des thèmes, des propos xénophobes, des propos déviants. Et donc, il revient, c'est pour ça qu'il précise que le FPI est un parti internationaliste, social et démocrate. Ali? Oui, Arthur, allez-y. D'accord. Bon, moi, je partage l'avis de l'honorable Saleh. C'est remplir le palais des sports, Affi le fait tout le temps. C'est pas ça le défi. Le défi, c'est qu'il a 2 députés. Le défi, c'est que dans aucune ville, il ne réussit à gagner. C'est ça, aujourd'hui. Voilà. Donc, se réjouir de ça, de ce qu'il fait d'habitude. Deuxième chose, faut qu'il ait soulagement, joie, comme si le scénario où il était encore avec Laurent Gbagbo n'est pas celui qu'il rêvait. Soyons sérieux. Affi rêvait d'être avec Laurent Gbagbo. Il n'y est pas. Il n'est pas soulagé. Il est meurtri. Après, il a l'intelligence d'avoir la force de réagir. C'est pas mauvais. Il réagit bien. Aujourd'hui, il a dit lui-même, les défis, c'est l'implantation, c'est la formation de ses militants. Il faut qu'il se concentre dessus. Il n'a qu'à laisser ses affaires de « je suis soulagé ». Non, il n'est pas soulagé. Il aurait bien voulu être à côté de Laurent Gbagbo. Là, vous parlez pour lui. C'est évident. Il a cherché pendant 10 ans. Il est allé à Bruxelles, il a tout fait. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, qu'il se concentre sur 2025, qu'il essaie déjà d'implanter son parti, de lui permettre de s'assurer des parrainages, de travailler sur un programme justement sur la base de l'idéologie qu'il donne. Donc des questions comme la décentralisation sont des questions de gauche. Voilà, des questions, on va l'entendre. Est-ce que pour lui, pour le prochain sujet, est-ce qu'il est pour contre les orientations, c'est ça, non, orientation sexuelle, voilà. C'est des questions. Les questions climatiques qui touchent aujourd'hui, quelle est sa position de juge, parce que c'est des questions de gauche. Donc moi, je pense qu'il se concentre sur l'implantation et sur définir son programme. Mais nous faire croire qu'il est heureux, ça c'est... D'accord, très bien. Monsieur Yoboué, vous nous appelez d'Abobo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous réagissez rapidement? Ok, je voudrais remercier à tous ceux qui sont sur le plateau. Allez-y directement avec votre voilà, point de vue. Je voudrais dire que M. Affi N'Guessan, en tout cas, je félicite la mobilisation. Mais il faut reconnaître que cette mobilisation est une chose. Maintenant, pendant les élections, c'est ce qu'on veut voir. Tous ces gens qui sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'ils vont donner pour les élections? D'abord, lui, quel est son programme qu'il va donner pour que tous ceux qui sont venus là puissent vraiment le suivre comme il se doit? Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes tous là, on sait comment ça se passe. Mobiliser, on sait beaucoup de gens peuvent venir. Mais pendant les élections, qu'est-ce que lui, il va avoir comme on appelle, participants ou bien des gens qui vont venir nous voter? D'accord. C'est pas qu'on s'attend maintenant. D'accord, très bien. Merci, monsieur Yoboué, on a bien compris votre point de vue. Eddy Guipier? Bon, je pense que tout le monde dit la même chose. Hein. Dans l'absolu, un congrès n'est pas fait pour mobiliser, ce n'est pas un meeting. Parce que toutes les personnes qui sont, en tout cas les congressistes, sont des personnes qui sont répertoriées de façon statutaire. Donc, dans l'absolu, un congrès n'est pas fait pour mobiliser, même si, quand même, on a vu que la fête était belle, etc. Rupture inédite, clarification, est-il soulagé ou pas? Toujours est-il que la question fondamentale, c'est la question de la conversion électorale de ce congrès. Que valent-ils, que vaut-il tout seul, sans la stature tutélaire de Laurent Gbagbo? Que vaudra-t-il, en tout cas après ces deux députés? Comment quittera-t-il l'enclave du Moronou avec ces 2 députés? Quid de la représentation territoriale, l'assise nationale que le FPI avait, enfin l'ancien FPI avait beaucoup plus que, en tout cas, ce qu'il promet. En tout cas, les défis qui lui sont impartis sont déjà connus des Ivoiriens. Il est maintenant seul, il est le seul maître du navire, il est le seul capitaine à bord. On verra comment il réussira à essaimer, à se répandre, en tout cas, sur le territoire national. D'accord. Landry Couillot? Je constate que, certes, on est plus ou moins d'accord, mais on n'a vraiment pas lu ou écouté tout le discours du président Affi N'Guessan. Ce discours-là répond à toutes ces interrogations. Absolument. Alors, vous qui avez écouté le discours, apparemment, de fond en comble, dites-nous tout. La partie où il dit qu'il est soulagé ne tient même pas un paragraphe. Tout le reste traite,
de la structuration du parti, quant à son déploiement au niveau territorial, parce qu'on va passer de 150 délégations à 715 délégations en s'appuyant. Vous passez à 10 000. Eddie Guippier, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il va le faire. Il se donne la possibilité aujourd'hui. Il se donne la possibilité aujourd'hui d'occuper l'espace territorial. Il se donne la possibilité de mettre l'accent sur la communication. Et quant au tracé idéologique de son parti, il le donne avec suffisamment de détails jusqu'à conclure qu'il se positionne dans la social-démocratie. Donc, je dis qu'on a donc quelqu'un qui a pris la peine de répondre à toutes les questions qui sont d'ordre social, d'ordre économique, en s'appuyant sur les valeurs idéologiques du parti qu'il a aujourd'hui en charge. Je vais terminer une chose très importante. Si Afin Guessan n'avait pas rempli le palais avec les différents responsables politiques qui constituent le parti dont qu'il a hérité, on aurait dit, mais voici, il a échoué. Il y avait donc un défi, ce défi de montrer qu'on ne lui a pas pris son personnel politique et le personnel politique est encore là. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est une chose, c'est une victoire, il a le droit de la célébrer. Mais il n'est pas resté dans une célébration narcissique, bien au contraire. Il s'est projeté pour 2023 et 2025 et il va plus loin pour considérer que tout seul, son parti est incapable de pouvoir gagner ses victoires et qu'il va falloir bien sûr coaliser avec d'autres forces politiques. Je trouve que son discours a été réaliste, son discours avait du contenu contrairement à ce qu'on a eu à nous servir il y a quelques semaines et que pour quiconque qui a un esprit scientifique peut s'y reposer pour pouvoir voir qu'il y a de l'intelligence dans ce qu'il fait, même si on n'est pas d'accord, et qu'il y a la possibilité désormais de pouvoir conduire un parti vers des ambitions électorales politiques qui permettront donc aux Ivoiriens de connaître une démocratie beaucoup plus vitale. D'accord. Bledson ? Oui, bon, moi, mon jugement sur Afin Guessan est un peu sévère. Je ne pense pas que ce soit quand on doit concevoir la Côte d'Ivoire de demain, il faut voir Afin Guessan dedans. Pourquoi ? Bon, vous êtes un peu dur, hein ? D'abord, oui. Un peu trop même. Allez-y. D'abord parce qu'il était l'un des plus mauvais premiers ministres. C'est-à-dire qu'il a été pendant 2 ans premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas se souvenir de ce qu'il a fait. Il y avait des enjeux qui s'offraient quand Gbagbo arrivait au pouvoir. Il y avait des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques. Tout à l'heure, quand on dit que depuis 2000, il n'y a pas eu d'investissement, mais attends, c'est lui qui a été premier pendant 2 ans. Il n'a fait aucun lancement de travaux. Il n'a fait... Vraiment, on ne se souvient même pas qu'Afin Guessan a été premier ministre. Donc ça, pour moi, c'est déjà zéro. Ensuite, il garde la présidence du FPI. Et le candidat du FPI, qui est président de la République, est candidat du LMP, d'un autre parti. On n'a pas entendu parler d'Afin Guessan. Dans lequel faisait partie, dans lequel était... On n'a jamais su. On n'a jamais su, ça n'a rien à voir avec le DPU qui a été bien structuré. Est-ce que cela ne relevait pas aussi de... Quand il est sorti du gouvernement, on n'a plus vu Afin Guessan. Jusqu'à ce que le candidat Laurent Gbagbo soit candidat de LMP, on n'a plus vu Afin Guessan. Donc vous, le président pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est un cadre suffisamment compétent. Il n'est pas compétent de ce point de vue-là. Et quand Gbagbo va à La Haye, Afin Guessan n'a pas eu l'intelligence de comprendre que le militant du FPI est d'abord Gore. C'est Afin qui a envoyé le mot Gore. C'est-à-dire que son comportement a fait que beaucoup de personnes se sont mis de côté. Ça, c'est tout le temps que Gbagbo était à La Haye. Afin Guessan a perdu la législative devant EDS, qui est un parti qui n'existe pas en réalité et qui a rapidement été mis en place pour aller aux élections à cause d'Afin Guessan. Vous ne savez pas lui tire son intelligence, mais moi, vraiment, je ne comprends pas. Enfin, là, vous êtes dur. Il est candidat. Si vous voulez terminer. Bon, il est candidat aux élections. Mais je ne sais pas, vous qui le suivez, si quelqu'un se souvient de ce qu'Afin Guessan a proposé. Mais après, il n'a pas fait campagne. D'accord, mais il n'a pas de programme. Après le derrière Bédi, après le derrière celui-là. D'accord, très bien. Ouais, Landry, j'avais dit simplement que ce jugement vis-à-vis du président Afin Guessan, il est loin d'être objectif. Pourquoi ? Parce que de 2000 à 2002, il est 7 premiers ministres, il n'a pas lancé de grands chantiers, mais tout le monde peut, même au niveau du FPI, tout le monde peut brandir l'excuse de la rébellion. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas le juger sur le mandat de Laurent Gbagbo pour 2 ans. C'est pas sa faute non plus. Non, c'est pas sa faute. Qui a fait partir deuxième chose. Il n'était plus premier ministre qui a eu la rébellion. Deuxième chose. On ne peut pas lui imputer le fait que Laurent Gbagbo va aux élections avec le LMP. C'est pas sa faute non plus. C'est pas sa faute non plus. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, par concours de circonstances, est à la tête d'un parti politique et qui se donne les moyens de pouvoir y aller. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on ne peut pas préjuger de ce qu'il vivra ou pas. Ouais. Ce n'est que les élections en 2023 qui décideront. Et même le PPACI n'a encore rien gagné. Il a besoin de prouver en 2023. C'est là qu'on va mesurer les uns et les autres. Bien sûr, d'accord. Alors, monsieur Gueye, vous nous appelez de Daloa, c'est bien cela?
Oui, je suis tout à fait de Galois. D'accord. Quel est votre point de vue, rapidement, s'il vous plaît? Oui, mon point de vue, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrête d'infantiliser Assimi Guessa. Assimi Guessa est président du FPI depuis 2001. Et donc, ce monsieur a démontré, après la crise de 2011, qu'il pouvait porter ce parti. C'est seulement je dis que la non-qualification de M. Laurent Gbagbo quand il était à la haie, qui n'a pas voulu donner sa position clairement, sinon Assimi aurait pu porter le parti. Et aujourd'hui, le parti serait à un certain niveau. Je crois que Assimi Guessa aujourd'hui a le parti entièrement en main. Et en 2025, Assimi Guessa aura un bon score. Peut-être même que peut-être qu'il sera président de la République, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de l'infantiliser. Et je ne suis pas d'accord avec Dr Atou Banga, avec tous ceux qui pensent que Assimi Guessa attendait que Gbagbo soit avec lui. Non, il n'attendait pas Gbagbo. Il attendait que Gbagbo soit dit sa position. Gbagbo l'a fait. Assimi Guessa, aujourd'hui, il a la pleine mesure, il a le plein pouvoir du parti. Et Assimi Guessa, il va faire du FPI ce que tout le monde voudrait que ce que tout le monde veut que ce soit un parti qui est une assise nationale. Aujourd'hui, ce boulet rouge là qui traînait que Laurent Gbagbo n'est plus avec lui. Et c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Gueye, depuis Daloa. Aristide? Oui, je voulais dire la même chose concernant ce que Arthur a dit. Assimi Guessa exprime un sentiment. Nous sommes dans le champ politique. Nous reprochons aux gens de ne pas toujours dire ce qu'ils pensent, de ne pas toujours dire la vérité. Quand Assimi Guessa le dit, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas soulagé. C'est lui qui le dit. Il dit ce qu'il ressent. Il est soulagé, il a dit qu'il est soulagé. Et il explique pourquoi il est dans une démarche cohérente depuis son point de presse. Maintenant, je voulais revenir sur la réaction de Mathieu. Mathieu, c'est une réaction quand même un peu sévère. Hein. Quand Pascal Assimi Guessa, quand on dit qu'il n'a que 2 députés, mais Guillaume Bateau l'a expliqué ici sur ce plateau, vous vous souvenez, hein, il était sûr qu'ils avaient fait alliance avec le PDCI. Et quand il a été arrêté, et quand on le relâche, il va aux élections pratiquement à la fin, tout en sachant, c'est pour ça qu'il dit qu'on lui avait planté un couteau dans le dos. Donc, comme dit Landry, il faut qu'on attende de voir ce que... Pour le juger aux actes. Aux actes prochainement. Donc on ne peut pas tout de suite dire qu'il ne vaut rien, il ne pourra rien faire parce qu'il a eu 2 députés. Si vous avez eu 2 députés aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain vous n'aurez pas 4, 5, 6, 7... Oui, mais je vais donner la parole à Arthur. Moi, je pense que j'en suis convaincu quand je le dis. Je pense que Assimi Guessa fait partie de ce que j'appelle la classe politique intelligente. Je pense que cet homme-là a une vraie intelligence politique. Depuis 2000 qu'il est vraiment en plein dans la chose. J'ai vu ça, je regarde sa trajectoire. Je pense que dans un pays qui se construit normalement, des hommes comme Assimi Guessa devraient avoir leur place politique dans ce pays-là. Peut-être que le contexte dans lequel il a évolué au niveau du FPI, qu'il a voulu diriger, il pensait légitimement qu'après Gbagbo Laurent, c'était son tour de diriger le parti. Ce n'est pas le cas. Il se retrouve dans un environnement où le parti pour lequel il a servi depuis près de 20 ans l'a lâché, puisque les militants sont gauches, se définissent comme Gbagbo ou rien. Dans un tel contexte, Assimi Guessa ne peut pas prospérer. Maintenant, il a sa machine à lui. Il va essayer de grappiller un peu sur le terrain, aller sur le terrain pour conquérir les voix des Ivoiriens. Et c'est à ce niveau-là qu'on va le juger pour la perspective 2023 pour les municipales, si ça se tient, et puis pour 2025 pour les présidentielles, s'il y va. D'accord. Eddy Guipier? Alors moi, je ne suis pas pessimiste ou quelque chose de ce genre. C'est l'état des lieux qu'on fait. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est président d'un parti politique. Le 6e congrès ne veut pas dire que son parti est neuf. Donc il a eu le temps de faire ses preuves. Il est, comme il a dit, soulagé, etc. Il y a une rupture, tout ça. Nous, tout ce qu'on attend, on va dire, c'est la conversion électorale. Parce qu'au vu de ces derniers chiffres, il est quand même derrière l'UDPCI. Voilà. Donc l'UDPCI qui a un très fort ancrage régional. Donc les défis qui lui sont impartis aujourd'hui, qu'il est le capitaine seul dans le navire, qu'il a les coudées franches, qu'il n'a plus, comme je l'ai dit... Est-ce que justement, au nom de cette nouvelle donne, on ne devrait pas laisser le temps nous indiquer sa force réelle sur l'échiquier politique? Oui. Par exemple, la prochaine échéance électorale, les municipales à venir. Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une clarification qui est faite. Il ne peut plus se prévaloir de porter le combat du président Laurent Gbagbo. Il ne peut plus se prévaloir des idées de ce dernier, même si... comme les deux partagent, comment dirais-je, la même idéologie, la social-démocratie, etc. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il a la pleine mesure pour faire ce qu'il a envie de faire. Et on verra justement si les Ivoiriens adhèrent à son combat, adhèrent à son idéologie. Et on verra qu'est-ce que ça pèse électoralement.
Allez, juste un mot. Arthur, Voilà. Bon, allez, vas-y. Arthur, allez-y. Sur le soulagement, c'est pas parce qu'il dit son sentiment que c'est le vrai sentiment. C'est un discours qu'il fait, qu'il a préparé. J'estime que quand on l'a vu pleurer, parce qu'il n'a pas été reçu à Bruxelles, sa conférence de presse, où on avait l'impression d'avoir vraiment... on a eu tout comme dans une cour de récré. On peut même lui dire un an après que je suis soulagé, que ces personnes ne soient pas là. Sont sérieux. Il n'est pas soulagé. Il est meurtri. Après, je dis oui, il a le courage de continuer. Mais Afin Guessan peut me faire avaler qu'il est soulagé parce qu'il n'est pas Laurent Gbagbo. Je ne peux pas. Ça fait 10 ans qu'il cherche à voir Laurent Gbagbo. Et même quand Laurent Gbagbo est venu ici, il fallait de communiquer tous les matins quand Laurent Gbagbo recevait quelqu'un pour dire on ne m'a pas reçu. Et va venir demain qu'il est soulagé. Tu peux croire à ça? Bon, ça, c'est votre point de vue, Arthur. Mais c'est ce que je dis. La deuxième chose que je veux dire, j'explique. Je vais juste être précis, c'est un soulagement idéologique. Ah non, idéologique n'a rien changé. Ils ont la même idéologie. Il y a une double victoire. Non, il n'y a pas de victoire idéologique. Il D'accord. n'y a pas de victoire idéologique puisqu'elle est toujours à gauche, n'a jamais quitté la gauche. Et que les autres n'étaient pas à gauche, ils avaient un Ils ont discours toujours été clivant. à gauche. D'accord. Il y a un discours clivant. Non, mais Arthur, vous avez la parole terminée. D'accord. Deuxième chose que je veux dire, c'est le même personnel politique qui traîne depuis 10 ans. C'est eux qui étaient encore... C'est ce que dit le palais des congrès, là, tous les 2 ans, ce même personnel politique là-dessus. Et c'est ce même personnel politique qui a eu 2 députés. Les 2 députés, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rattrapé le bateau sur ce plateau. Afin Guessan est venu à une négociation où il voulait c'est comme un œuf qui voulait être un bœuf. Vous voyez, il valait vraiment 2 ou 3 députés, il voulait avoir plus. Les autres lui ont dit non, tu ne peux pas avoir ça. Et quand ils sont partis, même Bongouanou, là, c'est en sous-préfecture qu'il a gagné. Son candidat était battu à Bongouanou commune. Est-ce que tu disais ça? Oui, Bongouanou commune, stratégique. sa grosse intelligence stratégique, on l'a battu à Bongouanou commune. Non, aujourd'hui, pour moi, il ne pèse pas. Mais est-ce que demain il va peser? Oui, c'est pas écarté. D'accord. Pas écarté. Voilà, mais aujourd'hui, il ne pèse pas. D'accord, on vous a bien compris. Moi, je pense qu'il y a intervention sur ce sujet. Voilà, je pense qu'il y a une sorte d'humilité que les politiciens ivoiriens doivent avoir. Les dernières législatives nous ont révélé que même le FPI Gore n'a pas fait grand-chose sur le terrain. Quand vous prenez Yopougon où le PDCI et EDS ont gagné, quand vous voyez la marge entre le FPI, je dis EDS c'est quand même le GOR, c'est pas autre chose, c'est le GOR. Et donc quand vous regardez EDS, la marge entre le candidat du PDCI et comment on appelle ça? Mais ils ont fait 10 ans, mais les militaires n'ont pas disparu en 10 ans, ils sont là. Ouais, ils auraient pu aller voter. Quand vous prenez la mai, par exemple, il y a une zone historiquement FPI, mais le RADP a raflé toute la main. Avec le Premier ministre. Mais c'est ça aussi la condition politique. Voilà, donc je veux dire que les gens doivent faire quand même preuve d'humilité. S'il vous plaît. Il se passe quelque chose sur le terrain dont les politiciens ne s'en rendent pas compte. Beaucoup d'Ivoiriens ont décroché des partis historiques et se disent aujourd'hui qu'il y a des acteurs qui ne sont pas forcément ancrés dans des partis politiques, qui ont un vrai poids et qui vont battre des partis politiques qu'on va mettre sur le terrain. Aux prochaines élections, vous allez voir que ça va être très compliqué pour beaucoup de partis politiques. D'accord, messieurs, dernier sujet qu'on aborde dans cette émission, au pas de course. Alors, il est question de la mention orientation sexuelle qui a été retirée du projet de modification de l'article 226 du Code pénal sur les discriminations. Un groupe parlementaire de l'opposition dénonce une mise à l'écart des homosexuels. Le porte-parole du gouvernement a aussitôt réagi à l'issue du dernier Conseil des ministres. Pour lui, le texte est clair, il ne devrait pas donner lieu à un débat inutile. Je vous propose de l'écouter et on poursuit le débat. C'est un débat qui a lieu au niveau du Parlement et qu'ils veulent porter forcément sur la place publique. Mais en Côte d'Ivoire, la loi sur le mariage est claire. Il y a une loi qui a été prise sur le mariage. Je vous invite à la lire. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Maintenant que des gens, pour des raisons politiciennes, veulent créer un faux débat là où il n'y en a pas, je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils disent. En tout état de cause, ce texte est clair, il n'y a aucune ambiguïté dessus. Après, on est en politique. EDS, certainement, a besoin de trouver un thème pour exister. Si ce thème peut lui permettre d'exister davantage, c'est tant mieux pour lui. Antonin Saleh Tiemoko, vous êtes député, vous siégez donc à l'Assemblée nationale. Quelle est cette affaire qui fait grand bruit? On a entendu dire qu'on veut légaliser l'homosexualité. Le porte-parole du gouvernement, l'expression me plaît bien. Quand je dis qu'il cherche un thème pour exister, c'est le mot approprié. Je vais dire que c'est un faux débat. Et ça c'est le député qui s'exprime. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on amène sur la place publique une affaire qui se passe au Parlement et qui a été pour tout le monde très clair. D'abord, pour légaliser, il faut que ça existe. En Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas interdite. Aucune loi n'interdit cela en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on veut légaliser.
Donc, c'est déjà un faux débat. Première chose. Deuxième chose, c'est un projet de loi modificatif de la loi de 2019 sur le code pénal. D'accord? Et dans ces dispositifs, au niveau des discriminations, ils ont fait une énumération des discriminations. Et à ce niveau-là, ils ont glissé ce qu'on appelle l'orientation sexuelle comme étant une discrimination qui pouvait intervenir dans le domaine de l'action publique. C'est-à-dire qu'en matière économique, en matière politique, on ne doit pas discriminer les gens par rapport à leur orientation sexuelle. C'est vrai que le thème, dans notre contexte, est un peu lourd et donc pouvait prêter à confusion. Et d'ailleurs, des députés l'ont relevé. Le commissaire du gouvernement qui était devant la commission des affaires générales et institutionnelles a voulu expliquer. Les députés, de façon unanime, ont dit il ne faut pas créer des débats là où il n'y en a pas. Il faut retirer cette expression-là. Et en commission, ça a été retiré. Le texte a été voté, ne porte pas la mention orientation sexuelle. Donc c'est fini en commission. Le rapport est en train d'être rédigé, il va être soumis à la commission qui va être adopté. Ça va venir en plénière et tous les députés en plénière vont voter le texte final qui ne comporte pas la mention orientation sexuelle. Donc le débat devait s'en tenir là. Maintenant, on sort sur la place publique. On veut faire croire qu'il y a un projet de légaliser les mariages homosexuels en Côte d'Ivoire, alors que j'ai ma constitution dans ma poche. Je fais maintenant comme le président Ouattara quand je me promène. Et la constitution est là. On prend les préambules de la constitution. Il est très clair. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles. Et donc prend son engagement de combattre tout ce qui n'est pas dans ses valeurs culturelles. Donc l'homosexualité fait partie de nos valeurs culturelles. Et puis, dernière chose, l'article 1, premier du Code civil sur les mariages, sur le droit de la famille, dit clairement que le mariage en Côte d'Ivoire est l'union entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, devant un magistrat qu'on appelle le maire. Voilà comment cela est défini. Quand tout ça est mis en place, ce débat-là n'a plus son sens. Et donc, pour moi, c'est un faux débat. Les députés n'ont pas cherché à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. D'abord, ce n'est pas interdit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre de 4 murs. Dehors, c'est une atteinte aux bonnes mœurs, donc ça peut être sanctionné. Donc c'est très clair pour tout le monde. Maintenant que chacun veut faire comme s'il a mené un combat pour interdire cela au Parlement, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Oui, Arthur? Bon, moi je pense que on fait un débat qui va revenir tôt ou tard. Dans l'évolution du monde, dans l'évolution de notre société, ça va revenir. Pour l'instant, je suis bien d'accord que notre société, elle n'est pas tout à fait prête à ça, je le dis, mais ça va revenir. Ce n'est que... c'est des questions qu'on va poser dans même pas 5-10 ans qui vont revenir dans le débat. Est-ce que le gouvernement n'a pas voulu le faire aujourd'hui, mais que notre société s'apprête, comme on ne s'est pas apprêté pour les Uber, comme on ne s'est pas apprêté pour les docteurs, apprêtons-nous pour ça. C'est un débat qui va avoir lieu. Et la marche, pour moi, elle est quasi imposée, elle est quasi irréversible, tôt ou tard, mais même pas d'un grand art. C'est des questions qu'on va se poser. D'accord. Eddy? Alors moi, j'aimerais me mettre à votre place, Ali, et puis interroger le député sur qu'est-ce que l'orientation sexuelle, finalement. Voilà. Si tant est-il que ce n'est pas connoté et chargé de tendances homosexuelles, qu'est-ce que l'orientation sexuelle pour que... Non, je me pose la question. Oui. Qu'est-ce que l'orientation sexuelle pour que finalement la mention soit retirée sous la pression de certains parlementaires? Donc c'est qu'il y a un problème. Ça c'est un. De deux, on me parle de débat au Parlement qui n'aurait pas à se retrouver sur la place publique. Vous êtes les représentants de la nation, vous débattez en invitant le peuple. Je veux dire, vous ne le faites pas de façon ésotérique mais exotérique. Donc tout ce qui concerne, vous êtes justement mandaté par le peuple pour débattre de ses préoccupations. Donc il est certain qu'à un certain moment, ce dont vous débattez se retrouve sur la place publique. Orientation sexuelle, c'est la première fois que les Ivoiriens en entendent parler. Pourquoi est-ce que ça a été ajouté? Pourquoi ça a été retiré? La question demeure. D'accord. D'accord. C'est une colle, je vois mon doigt en l'air, allez-y. Je m'inscris en faux lorsqu'on me dit que c'est la première fois que les Ivoiriens entendent parler d'orientation sexuelle. Prenons l'article 4 de la loi 2015 relative au Code du travail. D'accord. La loi dit qu'on ne peut pas, sur la base raciale, sur la base de l'orientation sexuelle, sur la base de... Pourquoi c'est pas ça? Laissez-moi terminer. J'ai juste dit d'abord que ça, ce n'est pas la première fois. Le Code du travail est un instrument juridique qui est l'un des instruments juridiques les plus utilisés. Non, ce n'est pas la première fois. Moi, ce que je regrette, et là, je vais vous dire, honorable, c'est ce retrait. C'est un manque de courage. Pourquoi? Parce que vous acceptez une injustice. La réalité de l'orientation sexuelle en Côte d'Ivoire est certaine. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont se faire brimer,
qui vont voir leur droit leur être refusé juste pour cette question d'orientation sexuelle et que celui qui agit ainsi n'aura pas à subir la sanction de la loi. Je suis tout à fait d'accord. C'est une réalité. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt? Dans ce cas-là, c'est un sujet de société qui ouvre donc le débat. Et il faut faire le débat, comme Arthur le disait. On ne peut pas faire l'économie de ce débat-là parce que c'est une réalité en Côte d'Ivoire que des orientations sexuelles soient là. Maintenant, c'est de savoir quelles sont les orientations sexuelles que la loi admet et celles que la loi n'admettra pas. Parce que la zoophilie, par exemple, ou la pédophilie, tout sont des sortes d'orientations sexuelles. D'accord, très bien. On vous a bien compris et la clarification s'impose. On va faire des débats, inviter les personnes ressources nécessaires pour clarifier l'opinion nationale. Bledson Mathieu, on termine avec vous sur ce sujet. Oui, est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête un jour à aborder la question de l'homosexualité? Parce que, à mon avis, c'est de ça qu'il s'agit. Les autres formes-là, je ne pense même pas qu'on y pense. Bon, les députés ont estimé qu'il ne fallait même pas aller là-bas. Je crois que quand ça allait dire que le débat ne devrait pas sortir, c'est parce que les élus EDS ont fait une conférence de presse sans mentionner que le test même, on a déjà enlevé. Voilà. Ça, le problème était réglé. Je crois que c'est ça. Il ne veut pas... Ils ne pensent pas qu'un débat à l'Assemblée nationale ne doit pas arriver à la place publique. Le problème est réglé. Si tu veux venir en parler, dis bon, on a failli mettre ce test, mais nous, on a retiré. D'accord. Et je crois que c'est cette confusion-là qu'on n'a pas. Très bien. Arthur, Aristide, pardon, pour terminer. C'est un faux débat. D'accord. Non. Monsieur, alors c'est son point de vue, Arthur. Selon son point de vue, c'est un faux débat. Oui, mais je vous ai pas donné la parole. Juste dire que... Moi, je suis député. Je suis l'un des députés qui porte tous les débats au Parlement sur la place publique. Ah ben voilà, justement. Il y a une différence. Oui, justement. Mais les débats qui ne sont pas tranchés par les députés, qui sont encore dans le processus de validation, ne peuvent pas venir dire dehors que les députés se préparent à voter une loi sur le mot sexualité. Mais il faut la formation politicienne. On a bien compris tous. C'est un faux débat. À présent, messieurs, les cartons de la semaine. C'est quoi, jaune? Landry Couillot, les cartons de la semaine. Tout à l'heure. On a parlé du grand oral du Premier ministre Patrick Hachi, des directeurs généraux qui ont été relevés de leurs fonctions, du Congrès du Front populaire ivoirien et finalement de cette loi, de l'article 226 nouveau du Code pénal. D'accord, alors mon carton vert pour le grand oral du Premier ministre, chapeau à lui. On peut dire 20 ans au gouvernement, mais il y a des personnes qui auraient fait 30 ans et jamais n'auraient fait autant de performances. D'accord. Ça, c'est très important. Autre chose... Qui, par exemple? S'il vous plaît, Arthur, attention. Autre chose, carton vert. Carton vert parce que j'estime que même si on a pris du temps pour pouvoir faire un redressement au niveau de la gestion des finances publiques, quand on s'y met, il faut pouvoir encourager. Dernier carton, certainement que ça ne rentre pas en ligne de compte des sujets, mais tout à l'heure, il y a les préludes, c'est la culture ivoirienne qui est célébrée. Il faut encourager ces gens d'initiatives. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Eddy Guipier. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un seul carton pour un sujet qui ne concerne même pas... Oui, allez-y. Alors, carton orange pour l'Éthiopie. Carton jaune. Jaune, pardon, merci. Bon, oui, il est jaune, c'est pas grave. Le jaune, c'est pour dire attention. Voilà, attention à l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed était crédité de bonnes intentions, pacifiques. Il a eu le prix Nobel de façon préemptive et aujourd'hui il s'est réfugié dans la guerre. Carton orange à la classe politique éthiopienne qui doit justement Je vais finalement changer mon carton jaune au carton orange. Jaune, pardon, excusez-moi, je suis daltonien peut-être. Alors voilà, je pense au feu tricolore. Carton jaune justement aux autorités éthiopiennes qui ont intérêt à négocier pour préserver l'essentiel et la quiétude de la Corne de l'Afrique. D'accord. Arthur? Bon, mon premier... Il me semble qu'au cours de l'émission, vous lui attribuez un carton vers un NCI. Oui, d'accord, je commence par ça, un carton vers un NCI qui se bat pour la culture, parce que je vois beaucoup de productions locales qui sont financées et accompagnées par NCI. Tout à fait. Voilà. Un autre carton vert pour De Bordeaux. J'ai écouté le dernier Détournant, c'est pas pour moi. Ah d'accord, on est beaucoup dans la culture ce soir. Voilà. Carton vert pour Magic System avec le super concert qu'ils ont fait, même si vous ne m'avez pas invité, Landry et toi. Enfin, d'accord. J'espère pouvoir me rattraper demain au Palais de la Culture. D'accord. Et puis, un carton jaune pour terminer à la CEDEAO, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à imposer le tempo en Guinée et au Mali. Et ça, c'est vraiment dommage pour la construction de notre intégration africaine. Bledson Mathieu? Oui, carton vert pour le Premier ministre. Levez votre carton, s'il vous plaît. Pour l'espoir qu'il donne aux Ivoiriens. Je pense que quand on l'a écouté la semaine, en début de semaine, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a l'esprit patriotique, l'envie de dire je vis dans un pays qui demain va évoluer. Ça, franchement, pour moi, c'est un Très bien. Aristide? Oui, carton vert au Premier ministre
pour son grand oral. Quand je donne le carton vert au Premier ministre, à tout le gouvernement, surtout au Président de la République, pour cette société qu'il construit, je voudrais surtout revenir un autre carton vert à Yeo Martial, qui a été célébré aujourd'hui dans le Tchologo. Léo Martial, l'entraîneur des éléphants, qui a remporté la CAN en 92. Et je le dis pourquoi? Parce que en janvier, je crois qu'il y a la CAN au Cameroun, mon pays d'origine. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les Ivoiriens. Je serai moi-même. Ne vous inquiétez pas. Je serai moi-même à Yaoundé pour vous accueillir. Quand ça va arriver, on fera. Et je souhaite bonne ici. chance aux éléphants qui doivent gagner. Carton vert aussi aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, j'ai un carton vert, 2 cartons rouges. Allez-y pour le vert déjà. Carton vert pour l'exercice fait par le Premier ministre. J'estime que ça a été très bien mené. Dans le contexte actuel, il faut que le gouvernement communique plus sur son action. Donc, carton vert pour le Premier ministre. Carton rouge pour qui, 2 alors? cartons rouges. Un carton rouge pour les sociétés de remorquage de véhicules sur les routes. Ah, vous anticipez, hein, c'est un sujet que j'avais prévu d'aborder. d'aborder. Que sur l'autoroute. C'est cela. Et il va falloir qu'on y mette de l'ordre. Beaucoup d'usagers se plaignent de plus en plus. Non, c'est un scandale. C'est même une organisation qui font la loi. Mafieuse. Il va falloir interpeller vigoureusement le ministère du Transport. Peut-être qu'en tant que député, très bientôt, on va le convoquer devant la Commission des affaires culturelles et sociales pour que le ministre du Transport s'explique sur le rôle joué par ces sociétés de remorquage sur l'autoroute et qui devient quelque chose d'absolument insupportable. C'est cela. Donc, Le deuxième rouge. Le deuxième rouge, c'est le ministère des Eaux et Forêts. Le ministère des Eaux et Forêts qui, sous ses yeux, est en train de voir la forêt ivoirienne disparaître par la mafia chinoise qui est en train de détruire au 8e parallèle le bois de Vennes et le bois de Lingue. Nos dernières publications, Éléphants déchaînés, a fait une enquête sur la question. Il faut que le ministère des Eaux et Forêts se réveille et commence à jouer le rôle pour lequel les Ivoiriens les payent. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Carton vert à tous ce soir. Merci, même si Arthur a bousculé un peu les choses. Carton vert à tous nos internautes et téléspectateurs qui sont fidèles à nos programmes. Carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté le match face au Mozambique hier. Il ne reste plus qu'une marche mardi face au Cameroun, au Lion indomptable du Cameroun, à Douala. Il faut qu'ils reviennent avec les 3 points. On ne veut pas de nul, on veut une victoire. Merci à vous. Et toute la Côte d'Ivoire vous souhaite la victoire dans ce match. Merci à vous, messieurs, d'être venus débattre ce soir. Merci, Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.